bonjour à tous et ravi de vous recevoir au Hub de BPI France pour cet événement NoCodeX, que ce soit donc en présentiel pour ceux qui sont ici avec nous ou en live sur Livestorm pour ceux qui sont connectés. Voilà, vous êtes 1200 à peu près inscrits, donc de l'intérêt du no-code, on n'a plus à le prouver, et c'est super. Vous êtes plein de catégories professionnelles différentes, d'origines différentes, des entrepreneurs bien sûr, où du coup on sait que leur outil est sur no-code, c'est super. D'autres qui sont des products, issus aussi de la communauté product qu'on a eu le bonheur d'animer sur les autres événements grand public qu'on a pu faire. Deux petits mots du coup sur pourquoi on organise cet événement no-code. Étant en charge du club produit des participations BPI France, beaucoup de CPO, les Chief Product Officers, sont venus vers moi et m'ont dit: Octave, on aimerait parler un peu plus de no-code, j'aimerais bien savoir ce que je pourrais faire avec le no-code. En tant que directeur produit, je vois que ça arrive dans mon assiette, mais je sais pas trop comment le gérer. Moi, j'ai mes process qui sont là pour gérer du code en dur avec mes devs, voilà, je pourrais très bien itérer, faire des choses plus rapidement avec des prototypages sur les outils no-code. Comment est-ce que je concilie ces deux mondes? Et oui, c'est possible, il y a plusieurs façons de le faire et on va le voir notamment avec les discussions qu'on aura aujourd'hui. C'est des questions qui reviennent. Donc, on a la chance d'accueillir Shubham, qu'on ne présente pas dans le monde du no-code, et aussi trois intervenants, d'excellents intervenants, qui sont aussi des aficionados du club produit ou du monde du produit qu'on a connu au travers des différentes évolutions du club ces derniers mois, ces derniers trimestres. Ravi de pouvoir commencer. Il y aura un replay pour ceux qui ne pourront pas être là. Il y a des sessions de questions aussi, donc n'hésitez pas à parler avec Mathilde, alias Matix, qui est à l'entrée en rouge. Ce sera elle qui prendra vos questions, puisque les questions seront traitées alternativement avec des questions qui ont été posées par ceux qui, quand ils se sont inscrits, ont posé des questions, plus les questions qui seront posées dans le Livestorm, triées par ordre de upvote sur le Livestorm. Voilà, donc pour ce qui est de ma partie, maintenant je vais laisser Shubham, en vrai, cette fois, commencer à animer et à parler de no-code. Voilà. Merci beaucoup Octave. Salut à tous, bonjour à tout le monde. Juste avant de commencer, et je vais me mettre là parce que sinon... je vais avoir des problèmes. Merci à tout le monde, donc, comme je disais, d'être là. Je veux juste, avant de commencer, savoir qui ici est plutôt entrepreneur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une boîte dans l'audience. Ok. Qui est plutôt dans des équipes marketing? Ok. Produit, genre de product manager, PM. Ok. Et développeur, genre tech. Ok, on a quand même pas mal d'entrepreneurs et c'est assez diversifié. Pourquoi je demande ça? C'est parce que, en fait, je vais vous expliquer un peu du pourquoi, du comment on est là et qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui. En gros, à la base, moi, je suis développeur. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait du dev pendant pas mal d'années et j'ai toujours été confronté à un espèce de dialogue de sourds entre plusieurs équipes. Donc en fait, en tant que développeur, on est toujours là à se dire ouais, mais nous on adore notre métier, on est passionné, etc. Par contre, ce qu'on nous dit de faire, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais on le fait comme on le veut. De l'autre côté, on a les products, on a les gens du marketing ou notre boss ou quoi que ce soit qui vont nous dire quoi faire, ou en tout cas traditionnellement qui nous disaient voilà ce qu'il faut faire, voici l'aspect, maintenant il va falloir la développer. Et il y avait entre ces deux mondes un espèce de fossé où il y avait un non-alignement. On n'arrivait malheureusement pas à avoir le même langage verbal cette fois-ci, le langage dans lequel on n'arrivait pas vraiment à se comprendre. Et souvent, on se retrouvait dans des situations comme l'équipe marketing veut modifier le bouton ou veut modifier l'espèce de police ou juste la couleur de quoi que ce soit. Et en fait, il fallait que ça passe par un cycle de développement produit. Il fallait que derrière, quelqu'un du développement vienne changer ça dans le CMS en question ou pire, directement en HTML ou dans quelconque langage. Et ça a créé vachement de frustration, ça crée vachement de temps de perdu, du coup de l'argent de perdu, et c'est quelque chose qui normalement n'est pas censé se produire aujourd'hui.
Pourquoi ? Parce qu'il y a le no-code, parce qu'il y a plein d'outils qui permettent à plein d'équipes marketing de créer des sites web, qui permettent à plein de gens du produit directement de créer des applications. Et en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est de présenter le no-code sous trois angles qu'on va un à un aujourd'hui parcourir avec les 3 intervenants qui s'affichent là. Et donc, l'idée, c'est de parler premièrement de prototypage, de comment, quand on est entrepreneur ou même quand on est dans une équipe produit ou marketing, quand on veut faire une application, une feature ou juste quelque chose qui va être assez unitaire, qui ne va pas toucher notre produit tout entier, comment est-ce qu'on va pouvoir la développer rapidement, mais pas que, si jamais on a envie de mettre en production cette application, à quel point ça va pouvoir scaler, parce que c'est souvent les questions auxquelles on se confronte. Ouais, mais j'ai bien envie d'utiliser du Bubble ou je sais pas quel autre langage, mais est-ce que ça scale vraiment ? Est-ce que Xar scale vraiment ? Est-ce que Glide scale vraiment ? Et le truc, c'est que en fait, c'est peut-être les mauvaises questions qu'on se pose quand on veut juste valider un besoin utilisateur, quand on veut juste itérer, et peut-être faut partir du besoin en fait. Et ça, les product managers le connaissent bien. C'est pas partir de l'outil, mais partir du besoin. Sauf que le no-code, malheureusement, les interfaces, c'est tellement bien fait, il y a tellement de gens sur YouTube, sur Internet qui parlent de no-code qu'on a juste envie de tester et envie d'utiliser les premiers outils pour savoir ce qui est possible de faire. Mais sauf qu'on prend le mauvais chemin. Et l'idée aujourd'hui, c'est dans la partie prototypage, c'est de se poser la question, quelle est la bonne manière un petit peu de commencer à prototyper. Pourquoi on devrait prototyper ? Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps avec Jérôme. Jérôme qui est là au milieu. Et ensuite, on va parler de la deuxième partie que moi j'affectionne particulièrement, c'est la partie automatisation. Là où avant, pareil, fallait faire appel à un développeur pour dire bon, j'ai 7 lignes sur Excel, et j'aimerais bien faire telle et telle chose sur d'autres lignes. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui sait développer en Excel ? Et donc là, du coup, c'était parti pour aller chercher un développeur, pour pouvoir aller faire un petit script qui n'est pas vraiment compliqué, mais sauf que le langage Excel, il y en avait pas beaucoup qui le maîtrisaient, et ceux qui le maîtrisaient, c'était un peu les wizards dans la boîte, genre hey, tu peux pas faire ce petit truc là sur Excel, et les équipes donc en compta ou même les équipes product étaient hyper contentes. Sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est pas censé arriver non plus. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont facilitées. Aujourd'hui, on va parler de Notion, mais pas que. Sur Airtable, sur plein d'autres outils où en fait on peut très facilement faire de la manipulation de données. Et aussi faire de l'automatisation. Donc quand on doit par exemple faire en sorte que quand mes utilisateurs remplissent un formulaire, que cette information aille dans mon CRM, que si l'utilisateur a rempli champ A ou champ B, que ça fasse tel et tel workflow, normalement on n'est pas censé avoir besoin d'un développeur à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un va avoir ce besoin, cette personne va aller vers un développeur ou va aller utiliser un outil comme Zapier, comme Make.com, avant ça s'appelait Integromat, et ou comme N8N. Et c'est un petit peu la maturité de cette personne. Et en fait, si on regarde du côté non développeur, il y a une certaine maturité en fait qu'on est tous en train d'expérimenter aujourd'hui ou dans notre apprentissage. C'est quel outil il existe, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que moi je peux faire, et est-ce que dans mes besoins de tous les jours, je pourrais pas utiliser ces outils-là pour la partie automatisation. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir avec Dominique, qui va nous parler de justement ces Zapier, Make.com et N8N, et on va comparer un petit peu tout ça pour savoir comment est-ce que nous on peut s'en servir tous les jours dans les 4 cas, qu'on soit entrepreneur, marketeur, développeur. Parce que oui, il y a une partie low code dont on va un petit peu parler aussi, c'est que je vous ai dit que les gens qui ne savaient pas coder montent en compétences pour pouvoir comprendre un peu mieux ce que c'est qu'une API, un peu mieux ce que c'est qu'une boucle, qu'un tri, qu'un filtre. Et de l'autre côté, pareil, il y a les développeurs qui se disent tiens, on a utilisé des librairies depuis un bail. On sait ce que c'est qu'un framework. Le no-code, ça n'a pas l'air un truc assez nouveau, et c'est vrai que c'est quand même une grosse arnaque cette histoire, parce que on a quand même utilisé des libs et des frameworks toutes nos vies de développeurs. Personne nous a dit que c'était du low-code. Mais sauf que maintenant, c'est trendy, le no-code, le low-code. Mais en fait, c'est juste un pas en plus, en avant, vers les gens qui, eux, sont en train de monter en compétences. Donc le no-code, le-code n'est rien de plus en fait qu'un langage commun que va avoir une équipe pour pouvoir discuter plus facilement ensemble, pour pouvoir itérer plus vite, et donc pour pouvoir être plus efficiente et délivrer, parce qu'on n'en parle pas d'eux, mais c'est les utilisateurs finaux les plus importants. On s'en fout de comment on fait les choses, mais c'est les utilisateurs finaux qui vont voir le résultat. Et aujourd'hui, je vous mets quand même au défi, et on va le voir d'ailleurs, quand vous voyez un site internet, de savoir est-ce qu'il est fait en no-code ou en low-code. Il y a des sites, je suis certain
que quand vous les voyez charger, vous savez pas en quoi ils sont faits. Et d'ailleurs, on s'en fout. Alors oui, certains vont aller télécharger Wapalizer, Builtwiz, etc. pour aller regarder est-ce qu'il y a du WordPress qui tourne derrière ou quoi que ce soit. Mais en réalité, on s'en fout tant que ça marche. Et c'est un petit peu ça, c'est ces deux équipes qui se rencontrent qui vont faire naître les interfaces de demain, les outils de demain, les expériences de demain pour vos utilisateurs. Et vos utilisateurs, au-delà de s'en foutre de ce qu'ils veulent, ils veulent que ça itère vite. Ils veulent que quand ils disent ça bug, que le lendemain ça bug pas. Et ça, aujourd'hui, les équipes produits, elles ont encore du mal. Il y a un truc en product qui s'appelle le lead time, c'est quand on a décidé de quelque chose, à quel point on va arriver à le faire en combien de temps? Et on galère toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a le product manager qui va faire sa discovery, qui va parler à tant de personnes, qui après va mettre ça dans un Kanban. Le Kanban va être décidé et puis à un moment donné, on va faire une feature request et puis on va le mettre dans Jira. Et puis après Jira, il y a un développeur qui va se dire ouais, j'avoue, là, ce serait cool de le faire. Et puis il va le faire. Et puis après, il va y avoir la QA et peut-être un jour, l'utilisateur verra ça. Mais sauf que le nerf de la guerre, il est là. Comment arriver le plus rapidement possible à donner de la valeur à vos utilisateurs? Et je suis parti dans ça, mais c'est vraiment ça le point de notre discussion aujourd'hui. Donc il y a la partie automatisation. Et il y a une autre partie, et elle est un peu liée, c'est la partie workflow. Workflow/data, je dirais, parce que en fait, il y a la partie visuelle, il y a la partie automatisation, mais il y a comment est-ce que nous on fait les choses. Comment est-ce que nous, entrepreneurs, product managers, développeurs ou marketeurs, comment est-ce qu'on visualise et on rend cette communication plus fluide entre toutes les personnes de l'entreprise. Et c'est de là qu'on va parler d'un outil que, je pense que vous le savez, j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Notion. Et là, Jonathan va nous présenter un peu comment est-ce que chez Conto, quand il y a 1000 personnes ou quand on est dans une équipe de 3 personnes ou même tout seul, on peut faire en sorte d'utiliser ces produits qui sont aussi des produits no-code et qui nous permettent de créer des outils pour pouvoir améliorer une communication entre une équipe. Donc voilà un petit peu les 3 piliers sur lesquels on va aujourd'hui s'attarder. À chaque fois, on aura 45 minutes où ils vont nous présenter, ces 3 intervenants, des exemples, des use cases, répondre à vos questions, parce que vous avez été nombreux, aussi bien ici ou en ligne, à poser des questions à l'avance, et ça c'est hyper cool, ça nous a vachement guidés. Donc on va essayer de répondre au fur et à mesure à ces questions-là, les limites, le RGPD, est-ce que ça scale ou ça scale pas. Et à la fin des 45 minutes, dans le chat, moi je prends quelques questions du public, je prends les questions de ce que vous nous avez posé juste avant et on y répond. Donc à chaque fois, on prend une petite pause entre les deux. Et évidemment, dès que vous avez une question, au moment où c'est le moment, n'hésitez pas à lever la main. C'est censé être interactif, comme à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, pour commencer, je vais appeler Jérôme, qui va nous parler de prototypage, de Bubble, mais pas que. Donc, veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Jérôme. Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous pour donc débuter cette conférence, notamment sur la partie prototypage. Donc qui je suis? Je suis Jérôme Wobman, j'ai un background de product manager où j'ai travaillé dans plusieurs startups, notamment la dernière Legal Start, mais aussi à l'étranger, en Australie. Et surtout, je suis développeur et du coup no-codeur autodidacte depuis maintenant plusieurs années. En 2020, j'ai créé une startup qui s'appelle Zola, qui est un SaaS B2B qui répond aux besoins croissants de développement des collaborateurs en entreprise. Donc globalement, notre produit permet de mettre en place une stratégie de développement des compétences, de formation, de donner de la visibilité aux collaborateurs en petites entreprises sur leur parcours de carrière et surtout de donner aux PME, aux startups, la puissance des outils grands comptes qui sont maintenant hyper démocratisés, mais aujourd'hui très peu utilisés car trop coûteux dans les PME. Alors pourquoi c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler de prototypage et de no-code car chez Zola, notre process de développement il est très très lié au no-code ou au low-code plutôt. Et ce qui nous permet au quotidien d'être vraiment beaucoup plus efficace dans la création de notre produit. Ce qui nous a permis de valider énormément d'hypothèses marché et aujourd'hui d'être là où on en est. Quel est l'objectif de cette présentation là, de ces 45 minutes donc,
moi, mon objectif que je me suis fixé, c'est d'essayer d'illustrer un maximum et de vous inspirer aussi sur l'impact que peut avoir le prototypage, ou en l'occurrence le no-code, sur votre organisation. Donc que vous soyez product manager, designer, développeur, gérant de PME, grand groupe, il y a vraiment d'énormes opportunités à les saisir. Et donc moi, je serais très content si, après cette conférence, il y en a plein d'entre vous qui se lancent là-dedans. Comment cette présentation va être découpée? Donc 3 grandes parties. La première, un petit condensé de ce qu'il faut savoir, sur le no-code et sur les app builders principalement. La deuxième partie, probablement qu'elle va en intéresser bon nombre d'entre vous qui nous ont posé déjà des questions lors de leur inscription, parce que là on va aborder les limites du no-code. Je vais essayer de vous vraiment donner des exemples pour ce qui est bien de faire, ce qui est pas bien de faire. On va répondre à la question aussi quand est-ce qu'il ne faut pas faire de no-code, parce qu'il y a des cas où c'est comme ça. Et la troisième partie, 4 cas d'usage sur 4 types d'entreprises différentes: start-up early stage, PME, des grands groupes. Voilà. Du coup, pour la première partie, donc c'est là où je rentre un peu plus dans le détail de ce qu'est un app builder et de ce qu'est Bubble, parce que Bubble aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil. C'est l'outil de no-code le plus abouti, de low-code, ça dépend des écoles, qui est le plus abouti pour créer des prototypes et créer des apps qu'on peut mettre en production. Donc, qu'est-ce qu'un outil no-low-code de construction d'app? Une mini-description, c'est un outil qui permet de créer une application mobile ou SaaS, bloc par bloc, sans avoir à écrire de code natif. Donc là-dessus, on a l'impression que c'est nouveau, ça l'est pas du tout. Ça fait des années que ça existe, que des géants de la tech comme Microsoft, AWS, Google construisent des outils qui se veulent être no-code. Et en fait, ce qu'ils font depuis des années, c'est des app builders low-code. Donc c'est un peu différent. Et c'est là qu'on s'interroge sur la différence entre no-code et low-code. Shubham m'a déjà donné une petite description avant. Globalement, un outil low-code, donc développé depuis plusieurs années, c'est un outil très souvent développé par des développeurs pour des développeurs qui permet de gagner du temps. Donc on va factoriser des bouts de code qui sont standards et on va au fur et à mesure pouvoir les réutiliser super simplement. Le no-code, c'est une manière différente de voir les choses, c'est que je n'ai pas du tout besoin d'écrire de code et surtout ça rend la chose accessible à un maximum de personnes. C'est pas développeur pour développeur, mais c'est entrepreneur. C'est développeur pour entrepreneur, développeur pour marketeur. Voilà, il y a plein de manières de faire différents et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus populaire. 3 usages principaux pour les app builders, donc les outils de prototypage. Le premier qui est très connu, l'idée c'est de créer du MVP, des prototypes qui sont utilisables, montrables. Le deuxième c'est du tooling interne, ça c'est 2 cas d'usage qui sont très répandus. Donc je vais utiliser du Bubble ou des apps pour optimiser mes opérations en interne. Le troisième, qui vraiment monte en puissance ces dernières années, notamment grâce à Bubble, c'est de mettre ces applications en production. Donc, je vais vous donner plus tard vraiment des exemples d'applications qui sont en production, qui fonctionnent sur des dizaines de milliers d'utilisateurs et qui apportent du revenu à une organisation. Alors, tout de suite, le nerf de la guerre, qu'est-ce que Bubble ? Bubble, c'est l'app builder, comme je vous le disais, le plus connu aujourd'hui. C'est une entreprise qui a été fondée par un Français et un New-Yorkais en 2012, donc ça date pas d'hier, qui, avec un objectif, créer des SaaS et des marketplaces complexes, sans code. Vous connaissez tous WordPress, donc il y a des personnes qui ont créé WordPress, eux ils se sont dit nous on va faire WordPress mais en plus il y aura un système de logging, un système de base de données, ce sera vraiment beaucoup plus complet. Et la bonne nouvelle c'est qu'ils ont levé 100 millions de dollars en 2021 sur la base d'un outil qui commence à être très très utilisé, très plébiscité dans la communauté et donc ils ont mis longtemps parce que c'est de la grosse techno derrière, mais là ça commence à vraiment monter en puissance. L'éternel débat, est-ce que Bubble est un outil no-code ou low-code ?
Et c'est ça qui rend l'outil en fait hyper puissant, c'est que vous allez voir, il y a une partie qui est no-code, très accessible. N'importe qui peut aller se créer un compte et en 2 heures créer une application, la mettre en production et l'envoyer à ses potes, ils pourront se créer un compte. C'est sûr et certain. Et le gros avantage, c'est que c'est aussi, et en vrai, moi qui en fais beaucoup, c'est même plutôt une app low-code, donc qui vous permet d'aller plus loin et de dépasser un peu toutes les limites qu'on peut trouver jusqu'ici sur le no-code. Alors, je vais passer un peu de temps pour vous parler un peu de l'architecture de Bubble, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant pour notamment les PM, les développeurs ou même les marketeurs dans la salle. L'intérêt de Bubble, c'est vraiment que son architecture est composée de 2 parties. La première partie, c'est celle en bleu clair, c'est la structure interne, qui est vraiment donc, le cœur no-code de l'application et qui permet de créer l'app. Voilà, c'est là que vous allez avoir un screen avec une base de données, des interactions, des choses qui se passent. La deuxième en violet, c'est la structure externe qui permet de connecter l'application à peu près tout et n'importe quoi. Du coup, la partie bleu clair, donc je vais rentrer dans le détail après avec des petits gifs, vous allez voir, vous pourrez un peu vous projeter dans la plateforme, mais elle est composée donc d'une partie front-end, donc c'est un éditeur front-end, une base de données qui est couplée directement et d'une partie back-end. Donc c'est vraiment là que en fait, les app builders innovent, c'est de mettre sur une même plateforme 3 métiers qui jusqu'aujourd'hui sont différents. Dans plein d'entreprises, vous allez trouver des développeurs front-end, des développeurs back-end, des DevOps, des responsables de base de données et ce genre de choses, et qui sont des personnes différentes, parfois même dans des services différents. Là, ce qu'on vous propose, c'est tout sur une même plateforme, gérée par une seule personne qui peut même être un non-développeur. Pour la partie externe, c'est la deuxième grosse innovation, c'est qu'en fait, cette coquille, elle va pouvoir se connecter à énormément de services externes. Ça veut dire qu'en fait, Bubble, si vous avez déjà une structure code existante qui propose une API, vous allez pouvoir connecter Bubble à cette API très facilement. Et ça pareil, on va le voir après dans quelques petits gifs. Du coup, je vous propose de vous montrer un peu l'éditeur front-end. Donc, c'est un gif qui va tourner en boucle, j'espère. Pour éviter un peu les soucis techniques, mais 3 grosses parties dans cet éditeur, c'est du drag and drop. Vous connaissez tous, vous avez tous déjà utilisé un outil comme ça, j'imagine. On met du texte, on met des boutons, on met des inputs différentes, on peut mettre des formes, plein de choses comme ça. Faut savoir que cet éditeur il est complètement responsive, donc ça marche très bien sur mobile. Et donc vous développez sur desktop et sur mobile en même temps. Et le deuxième, c'est là vous le voyez en live, c'est un système de classes CSS. Donc en fait, vous allez pouvoir conserver une logique de design system assez puissante en attribuant à chaque élément des classes. Donc ça veut dire que tous vos boutons vont être pareils, ce genre de choses. Bon, ça c'est la partie technique. Je ne sais pas si je perds tout le monde ou pas, mais la deuxième partie est un tout petit peu plus technique aussi. C'est l'éditeur. Donc ce qui remplace le back-end, c'est qu'en fait, on va avoir chaque élément va pouvoir être relié à un workflow. Je clique sur un bouton, il se passe telle ou telle chose, je crée une ligne de DB. Là, ce que vous voyez, c'est pour passer à la page suivante, tout simplement. Et ce que vous allez voir ensuite, c'est je crée un élément dans la base de données. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai plus besoin de créer 15 000 API pour créer des éléments et tout ça. Là, je viens de créer un élément feedback dans ma base de données. La deuxième partie, c'est que cette logique de workflow est aussi disponible côté serveur, donc côté back-end. Je ne suis pas obligé d'avoir un bouton qui déclenche un workflow. Je peux aussi le déclencher de manière avec des API et des choses comme ça. Base de données, donc ça c'est la troisième grosse brique de Bubble. Vous voyez ici, donc c'est une base de données de type Postgre qui propose plusieurs options, mais en fait qui va être très standard par rapport au marché et très facile à manipuler aussi. Là par exemple vous êtes sur la table feedback, et comme vous le voyez, c'est vous qui la manipulez, quoi. C'est vous qui créez les colonnes que vous voulez, c'est vous qui pouvez aussi changer les valeurs, machin. Ça, pour les puristes, c'est un système de privacy, donc qui permet de bloquer l'affichage de certains éléments de la base de données en fonction de conditions utilisateurs.
Donc ça, on va y revenir après sur la partie RGPD. Voilà. Et la dernière partie de l'interface Bubble que je voulais vous présenter, c'est la partie plugin. Aujourd'hui, la communauté Bubble, elle est énorme. J'ai pas réussi à trouver de données dessus, mais en tout cas, il y a des dizaines de milliers de plugins qui sont gratuits, qui ont été développés par des passionnés, qui permet en fait de créer tout et n'importe quoi. Par exemple, vous aimeriez mettre un calendrier dans votre application. Vous téléchargez le plugin, en un clic, vous mettez un calendrier. Vous aimeriez mettre, vous allez voir plus tard, je ne sais jamais comment le prononcer, Jiffy ou pas, mais vous devez tous connaître cet éditeur de GIF. En 2 clics, vous pouvez le rajouter, vous voyez, c'est à gauche, voilà. Ça c'est énorme. Et là, ce que vous voyez, alors là, c'est la partie low code. C'est un constructeur de call API. Donc les développeurs ont dû très vite comprendre qu'en fait c'était un genre de Postman super simple qui est directement intégré dedans aussi. Voilà pour la partie technique. Donc l'objectif c'était pas de vous faire un tuto complet et tout ça, c'était juste de vous montrer un peu comment s'articule l'interface. Si vous devez retenir un seul truc, c'est Bubble, ça contient une DB, un front-end, un back-end et le tout est dedans et je peux prendre ça en main en 5 minutes, quoi. Ça paraît fou mais c'est vrai. Deuxième partie sur les atouts et les faiblesses de Bubble. Donc on a regroupé ça en quatre grosses parties. Le temps de chargement. Je pense que tout le monde connaît cette thématique. Le RGPD, la vélocité de développement et est-ce qu'une app en Bubble est scalable ? Du coup, pour le loading time, donc là j'aimerais citer notre ami Thibaut Marty de Auto, qui est très actif dans la communauté No Code France, avec qui je discutais et justement on discutait de loading time, de temps de réponse et tout ça, et il me dit souvent une app Bubble est lente quand elle est mal conçue. Et c'est vrai. Totalement vrai. Là, si j'ai réussi à vous convaincre et que vous créez un compte Bubble ce soir, si ce n'est pas déjà fait, vous allez créer une petite app. Elle sera lente, c'est sûr, parce que il faut quand même un petit peu d'optimisation pour que ça devienne aussi rapide qu'un vrai site. Je vous invite, là j'ai mis un petit QR code, je sais pas si j'ai pas vu beaucoup de téléphones, du coup je sais pas si les gens l'ont vu, mais donc c'est une app qui est en Bubble d'ailleurs et qui est très cool ce site. Voilà, vous allez voir un système de filtrage hyper complexe et tout ça. Tout ça c'est fait en Bubble et ça marche plutôt pas mal. Alors il y a quand même des points de friction qui sont malheureusement qu'on ne peut pas enlever. Ce que moi j'appelle le rendering par bloc. Donc vous le voyez souvent dans les applications, qu'elles soient mobiles ou web, la page va s'afficher d'un coup sur votre navigateur ou bien sur votre... Ça c'est malheureusement by design, c'est pas le parti pris de Bubble. Bubble va afficher bloc par bloc et donc dans des apps qui ont été pas forcément toujours bien conçues, on va pouvoir avoir un sentiment de latence parce que je vais avoir cette chose qui s'affiche, puis cette chose, puis cette chose. Deuxième problématique, c'est qu'on ne peut pas ordonner correctement les éléments, mais ça c'est une problématique développeur, du coup avec plaisir pour en rediscuter plus tard. Voilà, et la troisième partie, c'est que c'est vraiment lourd côté client. Donc en fait, en effet, Bubble va charger beaucoup d'éléments code dans le navigateur. Donc si vous avez des clients potentiellement qui utilisent Internet Explorer 2008, c'est mort. il y a franchement aucun moyen de faire tourner ça. Voilà. Et pour tout ce qui est animation, il faudra passer par du low code, donc injecter des petits bouts de JavaScript, mais ça se fait bien. Tout ce qui est RGPD, donc il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Voilà, est-ce que Bubble fonctionne, est-ce que Bubble est conforme? Alors là, malheureusement, ce sera un peu la mauvaise nouvelle, c'est que aujourd'hui, les serveurs de Bubble sont aux US. Ça, c'est vrai. Ça l'était encore pour HubSpot il y a 6 mois. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui utilisent HubSpot. Voilà. Donc en fait, c'est la même problématique. Mais il y a 6 mois, HubSpot a enfin sorti une offre où on pouvait déplacer les serveurs en Europe. Donc, ça va venir, quoi. C'est imminent. Ça a été créé en plus par un Européen, enfin par un Français. Ils le savent. Donc ça va venir.
En parallèle, aujourd'hui, Bubble s'est mis en conformité vis-à-vis du Privacy Shield GDPR. Donc, c'est un accord entre l'UE et les États-Unis. Donc, ça, c'est un bon argument aussi. Donc voilà, Bubble reste quand même une boîte noire. Ça, c'est vrai. C'est un outil qu'il faut mettre, créer des outils. Donc forcément, c'est un peu une boîte noire. Donc si la législation évolue, ce sera peut-être plus compliqué de le faire évoluer. Et dernier point, c'est données médicales. Ça, en effet, c'est déconseillé. Ça fait partie des applications qu'il ne faut pas construire en no-code. Parce que vous ne serez jamais certifié par les bons organismes. Vélocité de développement, donc ça c'est le gros point positif d'un app builder de Bubble ou plein d'autres, c'est que vous allez, donc moi c'est ce que je mesure, multiplier par 10 voire par 15 la vitesse de développement. La deuxième chose, c'est qu'un product designer peut développer. Donc, et c'est ça en fait l'ambition derrière, et vous allez voir, j'ai un exemple, c'est que en fait les personnes qui sont le plus proches du client peuvent avoir un impact direct sur le développement. Et si jamais vous voulez utiliser Bubble ou un outil de prototypage uniquement pour du prototypage, et alors c'est génial parce qu'en fait vous créez votre maquette dynamique et vous la livrez ensuite à vos équipes qui vont développer la chose. Imaginez le nombre de problèmes de communication qu'on peut réduire grâce à ça entre bien entendu designer, product, archi et développeur, si je me place dans un contexte plus grand groupe scale-up. La problématique, et c'est surtout pour les entrepreneurs early stage que je suis aussi, rapidité de développement, ça implique plus de possibilités, donc plus de responsabilités, et donc en fait on fait plus de fonctionnalités, et du coup on a un produit qui a beaucoup moins de cohérence, parce qu'en fait on peut tout faire. En un jour, oui, je peux rajouter 2-3 fonctionnalités, trop bien, mais en fait j'en ai trop dans mon produit, il n'y a plus de cohérence par rapport à ma proposition de valeur, et du coup le produit devient moins performant. Donc il faut faire très attention à ça. Et du coup, c'est en effet la user research, donc la compréhension du besoin utilisateur qui devient le goulot d'étranglement. Parce que concevoir la fonctionnalité ou la mettre en production n'est plus un problème. Par contre, savoir quoi faire, là, ça devient le problème. Ensuite, au niveau du scaling, donc ça c'est aussi une des grosses questions qui est revenue. Ok, donc je fais un produit Bubble, cool. Je fais un produit avec un app builder, trop bien. Imaginons que ça marche, j'ai 10 000 utilisateurs, il se passe quoi? Il faut que je recommence, donc j'ai une dette technique de 6 mois. Et en fait, du coup, j'ai une super croissance exponentielle et après j'ai un gros pic, une grosse chute parce que mon produit va pas tenir la route. Ce n'est pas le cas, ça c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas le cas, on a plusieurs exemples de boîtes qui fonctionnent très bien, c'est aussi dans le cœur des priorités de Bubble, donc déjà Bubble il est up 99.9, donc c'est vraiment, ça marche quasiment tout le temps. Vous avez la possibilité d'acheter un serveur privé et c'est pas hors de prix. C'est 1 000 € par mois, donc c'est votre serveur qui fonctionne avec vos capacités. Voilà, et encore il y a cette fameuse levée de fonds aussi, bon je l'ai mis en avant, mais en effet c'est vraiment pour ça, c'est ça l'objectif aujourd'hui de ces app builders, donc que ce soit Bubble ou les autres, c'est que de continuer cette courbe de prototypage, tooling interne vers de la production. C'est ça ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Quelques problématiques actuelles, c'est la collaboration et le versionning. Donc ça pareil, les développeurs verront un peu de quoi je parle. Comment je fais pour collaborer à 10 personnes sur une même app Bubble. Bon, aujourd'hui ça marche pas trop, mauvaise nouvelle. Ça marche pas très très bien, mais ça c'est pareil, ça fait partie des top priorités de Bubble. Voilà, on me parle aussi souvent de propriété, qui est propriétaire de ce code-là. Donc ça c'est un point négatif, c'est Bubble en effet. Si Bubble décide de fermer, vous avez perdu votre application. De la même manière que si HubSpot ferme, Salesforce ferme, Workday ferme, toutes ces grosses boîtes qui en fait, si demain elles ferment, oui, le système RH s'effondre, le système Sales s'effondre, c'est exactement pareil. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire d'un site internet super puissant si derrière toutes vos connexions à Salesforce sont bloquées parce que Salesforce est down, quoi.
Voilà, le troisième et quatrième point, c'est test unitaire. Ça pareil, aujourd'hui il n'y en a pas, donc ça rend l'application un peu plus compliquée à maintenir. Et le legacy, on ne le voit pas beaucoup non plus. Sur Bubble. Donc maintenant, maintenant que vous savez un peu plus voilà, ce qu'est Bubble, qu'on a tenté de répondre un peu aux gros freins qu'il peut y avoir pour se mettre sur du no-code. 4 cas d'usage. Donc le premier que j'affectionne beaucoup, qui est une application mobile qui s'appelle Rob. Vous pouvez, si vous voulez la tester, bon, c'est pas d'obligation, mais si vous voulez la tester, il y a le QR code en haut de la slide. Donc ça, c'est une app mobile qui est faite en Bubble. 100% en Bubble. Initialement, c'était 2 entrepreneurs, donc Thibaut et David, qui ont voulu créer une app de mobilité qui est directement connectée à votre compte bancaire, analyse vos transactions et vous font gagner des points si vous avez une mobilité verte. Donc vous utilisez du métro, enfin bon, je sais pas si c'est le plus vert, mais enfin voilà, des transports verts. Et donc au début ils se sont dit bon, on va faire un proto parce que voilà, on va déjà essayer de créer une UX, de créer la proposition de valeur et tout ça. Et derrière, donc ils ont utilisé Bubble de manière super simple. Et derrière en fait, le produit s'est un peu emballé. Leur acquisition aussi, et aujourd'hui ils sont toujours sur Bubble. Aux dernières nouvelles, la semaine dernière ils avaient 12 000 utilisateurs. Ils ont fait plusieurs itérations et j'ai même les chiffres de monthly active user qui sont super encourageants. Donc ils ont sur les 12K users, ils ont 5600 weekly active users sur une app Bubble développée par des personnes qui ne font pas de code initialement. Donc c'est quand même hyper cool, d'autant plus qu'ils ont pu aussi mesurer leur coût d'acquisition à 15 centimes, et donc derrière, pour aller lever des fonds, continuer à investir en AdWords, continuer une vraie stratégie d'entreprise. C'est quand même génial d'avoir pu, en quelques mois, tester de A à Z une proposition de valeur, une application mobile, et d'avoir des revenus derrière, du concret. Parce que oui, ça c'est une app qui potentiellement aurait dû nécessiter une levée de fonds pré-monnaie, donc avant même d'avoir commencé les développements, pour payer les développements d'une telle app. Parce que oui, il y a de la connexion à un compte bancaire et ce genre de choses. Le deuxième exemple, donc malheureusement j'ai pas le droit de citer l'entreprise qui a réalisé ce produit-là, mais donc c'est un e-commerce. Donc c'est une PME dans le B2C qui réalise 7 millions de chiffres d'affaires, qui a fait appel à une agence de no-code pour créer un produit qui répond à un problème bien précis d'organisation interne, qui est la gestion des stocks entre son activité e-commerce et son magasin. Donc là, comment on fait pour tout simplement savoir quel stock il reste entre magasin et e-commerce? Allouer des stocks entre magasin et e-commerce. Plein de problématiques qui sont très opérationnelles et très tooling interne, mais qui pesaient beaucoup sur l'organisation interne. En quelques semaines et quelques milliers d'euros, ils ont réglé leurs problèmes, donc grâce à un app builder qui leur a permis de gagner 80% du temps de gestion, donc quasiment 1 jour par semaine pour le gérant de gagner. Donc c'est énorme, voilà. Et là c'était juste du no-code. S'il avait voulu faire ça en vrai code, déjà les développements auraient été beaucoup plus longs, le coût aurait été beaucoup plus lourd, la maintenance beaucoup plus lourde, parce que lui derrière le gérant, il a pris en main aussi cet outil, donc il comprend comment ça fonctionne, il n'est pas obligé d'être tout le temps en réponse en fait à cette agence de développement qui aurait potentiellement développé l'application. Voilà, donc ça c'était vraiment notre exemple PME. Oui, il y a des PME qui aujourd'hui utilisent du no-code et qui fonctionnent très bien. Troisième projet que j'affectionne aussi, qui est un projet qui s'appelle Incomi, qui a été lancé par un product designer à côté de son boulot, qui est en fait un outil de facturation et de gestion de trésorerie pour les freelances.
Donc vous allez me dire oui, il y en a déjà 15 000 des solutions comme ça. Je vais vous répondre oui, c'est vrai, mais elles sont toutes hyper compliquées et c'était son problème, ce qui est cher aussi. Et donc il s'est dit très bien, à côté de mon boulot, je vais faire ça. Et il s'est mis à Bubble. Donc tout ce que vous voyez là, pareil, vous avez le QR code si vous voulez regarder. Tout ça, c'est que du Bubble. Voilà, donc on a connexion à Stripe, connexion aux banques, connexion à PayPal, on a de l'édition de PDF, on a des logiciels qui commencent à être assez compliqués quand même, et qui ont été faits par quelqu'un qui ne développe pas de profession. En 6 mois, il a eu plus de 2000 inscriptions sur son site et maintenant il a 50 clients qui payent mensuellement. Voilà. Et ça, c'est une aventure qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est un exemple vraiment qui permet d'illustrer le side project de l'entrepreneur tout court, tout seul, mais qui peut aussi s'appliquer aux entreprises. C'est-à-dire, OK, j'ai cette entreprise, j'ai cette proposition de valeur, j'aimerais bien tester cette verticale ou bien cette nouvelle offre. Et en quelques mois, je peux développer une application qui peut se connecter à mon système existant et qui va tester cette nouvelle verticale. 4e exemple, c'est pour une ETI, pour le coup. Donc on sort complètement de la Startup Nation. C'est une ETI qui fait pas mal de SEO. Donc là, malheureusement, pareil, c'est un exemple qui nous vient de Jean Zeren, que je ne sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, qui nous a donné ce cas d'usage qui est confidentiel. Donc pareil, je ne peux pas trop en parler, je ne peux pas donner le nom. Mais c'est une ETI, pareil, dans le B2C, qui fait beaucoup de SEO. Donc qui a une base d'articles, une base de contenu, de vidéos conséquente et qui leur amène beaucoup de trafic et qui a voulu se mettre à une des stratégies les plus héroïstes en SEO, c'est d'actualiser ses contenus passés. Il se trouve que pour actualiser les contenus qui datent, soit qui performent de moins en moins bien, avec une équipe SEO plutôt décentralisée, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait un SEO manager qui tous les jours ou toutes les semaines a checké, ok, qu'est-ce qui se passe sur mes différents outils SEO et tout ça. Là, l'idée, c'était d'automatiser tout ça. Donc, tous les checks sont automatisés, toutes les alertes sont automatisées, toute la répartition d'actualisation des contenus sont automatiquement envoyées aux bonnes personnes et il y a un suivi des tâches. Donc, ça devient une to-do list, en fait, qui est automatiquement alimentée de ça. Et ça leur a fait gagner 20% de trafic en 6 mois et multiplier la productivité de l'équipe update par 3. Donc encore un impact business qui est particulièrement intéressant. Voilà donc pour cette présentation de Bubble, des app builders et de prototypage. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'imagine qu'il doit y en avoir sur Livestorm. Mais il y en a pas mal, merci beaucoup. Franchement c'était hyper cool, notamment les exemples, je trouvais ça vraiment pertinent. Donc merci beaucoup, on a pas mal de questions, donc que ce soit les questions en live ou les questions que vous avez posées avant. Et aussi n'hésitez pas à lever la main, comme ça on peut avoir un micro on peut vous faire parler. Et donc vous pouvez poser votre question. Je vais commencer par une première question, qui est une question assez basique, mais à laquelle on pense quand on est product manager. C'est quoi la différence entre faire notre proto comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire sur Figma, parce que Figma aujourd'hui tu peux faire des interactions quand même assez cool, tu peux faire en sorte que tes applications soient vraiment animées et tes développeurs comprennent ça très bien. À quoi bon faire un prototype avec Bubble si tu peux le faire sur Figma et au final aussi le donner dans les bras de tes utilisateurs pour dire hey, tu paierais pour ça par exemple? Tout à fait. Donc vous connaissez tous la pertinence de la question tu payerais pour ça. Tous les PM je pense le savent. L'idée d'un proto c'est de faire payer la personne. C'est ça le truc en fait, c'est que derrière je vais plugger Stripe et je vais mesurer le nombre de personnes qui effectivement payent sans interaction humaine. Voilà. Je vais mesurer le nombre de personnes qui cliquent sur ce bouton parce que j'ai rajouté ce tool sur ma plateforme. La grosse différence, c'est que en tant que PM, je ne suis plus obligé de prioriser mes features ou mes projets, mes épiques, sur de la base de données que je vais extrapoler des autres fonctionnalités. Je vais le mesurer sur ma fonctionnalité. Je vais mesurer mon coût d'acquisition sur mon produit. Et ensuite, je vais prioriser ça dans le cadre des OKR et tout ça, si vous utilisez des OKR. Mais c'est ça qui change la donne, en fait, c'est que la data devient
vraiment encore plus pertinentes qu'avant pour mesurer l'impact que ça a sur le business et donc la priorisation ou non du projet. Ok, très cool. Il y a une autre question et on reste sur les questions purement Bubble. C'est quoi les limitations en termes d'UI et d'interaction? Est-ce que tu peux vraiment tout faire? Parce que tu vois, si tu fais du développement iOS par exemple, tu peux vraiment tout faire. C'est-à-dire que tu peux imaginer les apps que tu veux, tu as des frameworks pour faire du jeu vidéo, tu as plein de choses. Là, c'est quoi les vraies limitations en termes d'UI uniquement? Complètement, ça me fait penser à un élément important que j'ai oublié dans la présentation. C'était de vous dire quelle application il ne faut pas faire en no-code. Cette application, donc il y a plusieurs, j'ai choisi d'en parler que d'un seul type. Il ne faut pas faire cette application quand l'expérience ou l'interaction collaborateur est au cœur de votre proposition de valeur. Deux exemples, Superhuman, donc le gestionnaire d'email. C'est pas possible de faire ça c'est possible de faire ça en no-code, mais ça n'aura pas la même valeur parce que l'idée c'est de réduire chaque milliseconde d'interaction possible, d'avoir une UX hyper clean, mais surtout des interactions qui vont vous donner l'impression d'aller super vite. Donc on a Superhuman, on a aussi Era, donc la nouvelle application de calendrier. Si vous l'avez pas testé, vous devriez parce que c'est hyper bien. Et donc pour répondre à ta question, il n'y a pas tout qui est faisable en effet sur Bubble. Parce que voilà, les plugins sont pour l'instant limités, parce que il y a des éléments où on va pouvoir interagir avec tout. Par contre, dès qu'il y a une limite, il y a la possibilité d'injecter du code. Donc en fait, si vous êtes no-codeur et développeur, et dès que vous voyez une limite, vous injectez du code pour combler ça. Là, pareil, si l'expérience utilisateur est votre proposition de valeur, alors je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, ok. On nous posait la question au niveau de la publication sur les App Store. Tu vois, souvent, et on va le voir dans toutes les applications que tu nous as demandé de scanner, c'était souvent des web apps, c'est-à-dire que des applications qui s'ouvrent sur un navigateur. Est-ce qu'on peut publier genre une app Bubble sur App Store ou sur Apple Store, ou sur le Play Store? Complètement. D'ailleurs, vous pouvez faire le test si vous voulez en téléchargeant Rob, qui est sur l'Apple Store et Android Store. Ok. Et il n'y a pas des... Parce que quand tu publies une app sur l'App Store, il y a plein de vérifications, il y a des checks au niveau des interactions, etc. Et ça va, Bubble le gère assez bien? Alors oui, ça se passe très bien parce que alors ça c'est un petit trick quand même parce que en effet Bubble n'a pas été conçu initialement pour publier sur des stores, donc c'est une surcouche en plus qu'on rajoute. La seule problématique avec la publication sur les App Store, c'est qu'en fait on ne publie pas une vraie app, on publie plutôt une fenêtre vers notre web app. Donc on va par exemple pas pouvoir faire de hors connexion. Ça c'est une des limites. Ok. Très cool. Combien de temps, à ton avis, il faut, même si je sais que la question elle est plus ou moins variable selon le niveau de la personne, mais selon toi, toi tu t'es formé en combien de temps en étant product et arrivé à ce niveau sur Bubble, et combien de temps il faut pour se former? Je pense qu'en 1 ou 2 mois, c'est possible, avec des bases de développement, une bonne compréhension de ce qu'est une API, de comment ça fonctionne, si vous avez déjà fait un peu de HTML, CSS, en 1 ou 2 mois, c'est largement possible de faire une app très cool, même en une semaine. En une semaine, vous aurez déjà un résultat, vous pourrez l'envoyer à des gens et voir si ces gens sign up, tout simplement. Est-ce qu'ils s'inscrivent depuis ma landing page vers mon SaaS? Est-ce qu'ils finissent mon onboarding? Est-ce que ce genre de choses? Donc ça vraiment c'est en quelques semaines c'est possible. Si vous n'êtes pas du tout technique, que Excel c'est pas votre fort, là il faudra plus de mois, il faudra plutôt 2-3 mois parce que en fait Bubble c'est quand même un outil avec la logique développeur, avec la logique désolé, j'en suis un aussi, mais un peu techos quoi. Donc voilà. Et justement, moi ce que j'aimerais ajouter par-dessus ça, c'est que là on a présenté Bubble, qui selon moi je sais pas, par exemple, prenez n'importe quelle passion, ça peut être le vélo, ça peut être les caméras ou quoi que ce soit, ou même les micros. Je sais pas, pour moi, Bubble, c'est le top du top du top de tout ce qu'on peut configurer. Tout est quasiment configurable, ce qui en fait un outil qui est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, vous imaginez la caméra dans laquelle on peut tout configurer. Donc évidemment, pour une première prise en main, quand on n'a jamais pris de photo, vaut mieux aller sur un iPhone que sur un Canon 18000, je sais pas quoi. Donc en fait,
on a présenté Bubble, enfin il a parlé de Bubble, mais il n'y a pas que Bubble. Je t'en ai parlé au début, il y a plein d'autres applications, notamment Glide est une super manière de commencer parce qu'ils ont mis l'expérience utilisateur et l'UI au début, donc l'interface utilisateur, il y en a vraiment beaucoup. Il y a Xar qui sont là, il y a Adalo, il y a Softer, il y a vraiment plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de faire ce qu'il a montré ici. Donc Bubble, c'est une des manières, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, il y en a qui sont peut-être plus simples si jamais vous n'êtes pas développeur. Et je pense que avant de comprendre, par exemple, ce que c'est qu'un connecteur API auquel on peut rapidement en avoir besoin quand on veut faire quelque chose sur Bubble, ça peut être intéressant d'aller voir peut-être de faire 2-3 tests sur Glide, sur voir comment ça marche une interface, qu'est-ce que c'est que des cartes plutôt que des onglets, des petites choses comme ça. Ça peut être bien de faire une montée en compétences petit à petit. On nous pose la question, c'est quoi la différence entre Bubble et un autre outil qui est Webflow? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que Webflow aussi est un outil avancé? Du coup, comment est-ce que tu ferais la différence entre les deux? Bon, alors, ça ne... Je parle sous le couvert de Shubham. Je pense que c'est pas les mêmes objectifs. Webflow, c'est très front-end, donc ça veut dire l'idée c'est de faire les sites vitrines le plus beau possible, vraiment des sites vitrines de designers, des catalogues hyper poussés et tout ça. Bubble est plus orienté vers la fonctionnalité, vers le SaaS, la marketplace, avec un compte utilisateur et ce genre de choses. C'est vrai que ça je l'ai pas précisé, mais dans Bubble, ça prend 1 seconde, non allez, 4 secondes de créer un logging sign-up. Pour se créer un compte, c'est une fonctionnalité qui est native dans Bubble. Je ne sais pas si Webflow fait ça, peut-être. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais en effet, tu l'as bien répondu. Là, le triptyque que tu avais montré était assez intéressant, où tu avais la partie logique, data et UI. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, Webflow, c'est un outil pour faire des sites vitrines à la base, donc des sites qui sont en effet très beaux à voir, etc. Mais on n'a pas la partie automatisation. Et ici, ce qu'il a montré, la partie workflow, c'est ce qui fait un petit peu la magie de Bubble, et c'est ce qui fait que Bubble est un peu au-dessus en termes aujourd'hui de création d'applications, même si Webflow y travaille, et je pense que quand ça va arriver, ça va commencer à bien rivaliser. Mais aujourd'hui, Webflow, c'est pas possible de faire des automatisations du genre, si la personne a rentré ce formulaire, alors dans ces cas-là, on voit lui une notif, ça c'est pas possible aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Par contre, en termes de personnalisation de votre interface utilisateur, en termes de gestion de JavaScript, de CSS, etc., on arrive vraiment à des niveaux où même des développeurs front-end qui ont toujours travaillé sur des langages front-end, donc vont sur Webflow parce que c'est vraiment un plaisir de développer sur Webflow. Mais en effet, c'est hyper pertinent. Est-ce que... C'est la dernière question que je prends en ligne, après on va passer sur les questions en vrai, IRL. Est-ce que le fait de dérisquer les dettes techniques dont tu parlais progressivement, c'est une bonne chose? Comment est-ce qu'on fait? Donc tu as parlé de demain tu as 100 000 utilisateurs, on n'a pas parlé d'un truc, c'est que tu payes beaucoup plus aussi chez Bubble. C'est quoi la stratégie qu'il faudrait mettre en place pour se rassurer un petit peu en se disant bon ok, là je le fais sur Bubble, mais demain si ça cartonne vraiment, quelle serait ma stratégie? Est-ce que je recommence tout, si je dois vraiment recommencer tout, ou alors est-ce que j'y vais petit à petit, je sais pas. Ça, c'est l'éternelle question que la communauté, même toute la communauté no-code se pose. C'est-à-dire comment je fais pour... Est-ce que je dois... Comment je fais pour faire du no-code to code? En intro, je dirais que pour le pricing de Bubble, c'est pas vrai. Plus il y a d'utilisateurs, c'est pas plus il y a d'utilisateurs, plus tu payes. Au contraire, dans les abonnements fixes. Donc ça reste vraiment l'outil no-code, l'un des outils no-code les plus abordables. Mais pour cette partie no code to code, malheureusement, je vais être obligé de vous faire une réponse un peu aseptisée parce qu'il n'y a pas de réponse, ça dépend du projet en fait. Si vous avez un outil où ça se passe très bien en no code, il y a globalement, potentiellement, aucune raison de changer. Parce que si l'expérience utilisateur est un point primordial, oui, mais pas forcément dans la top prio. Si vous n'avez pas d'évolution produit majeure qui va impliquer des
des éléments beaucoup plus tech qui peuvent pas forcément s'impliquer dans Bubble. Il y a potentiellement pas de raison rationnelle de passer de Bubble à voilà. Il y a une objection qui revient souvent, c'est ok, donc je crée mon SaaS, mais mon objectif c'est peut-être potentiellement, je veux me laisser la porte ouverte pour revendre ma boîte derrière. Donc c'est une question que moi aussi je me pose, hein. À qui, encore une fois, Thibaut Marty m'a répondu, ok, et du coup si tu développes ton truc en React, mais que la personne qui veut racheter ta boîte, ils ont tout fait en Vue, tu fais comment? Et c'est pareil. En fait, c'est une autre techno, c'est la même idée, c'est que si on croit dans le développement de Bubble, dans le fait qu'ils vont avoir une meilleure collaboration, un scaling encore plus efficace, tout ça, ça va devenir en fait une techno à part entière, comme peut l'être aujourd'hui React, Vue, TypeScript et tout ça, quoi. Donc en fait, ça dépend de la vision que vous avez de ça. Voilà. Ouais, ok. Ouais, non, hyper intéressant parce que c'est vrai que cette partie fait peur. Tu te dis d'être technique à la limite. Bon, tu peux peut-être essayer de trouver un ninja sur le code en question, essayer de recréer l'app en utilisant des bouts. Et c'est vrai qu'une stratégie qui se fait souvent, je ne sais pas vraiment si c'est le cas sur Bubble, c'est souvent faire ok, je vais juste faire mon front-end en code et je vais garder le back-end sur Bubble, ou le contraire, c'est-à-dire je vais juste faire mon back-end en code et je vais garder mon front-end sur Bubble. C'est quelques stratégies, mais je ne sais pas si elles sont toujours pertinentes. On va passer à la suite et à la deuxième partie, qui est la partie automatisation. Est-ce que tu peux juste passer sur la prochaine slide, s'il te plaît, sur la slide juste après le merci. Du coup, on va faire un test tous ensemble. L'application que vous étiez en train de voir tout à l'heure, c'est une application que Jérôme a créée il y a quelques jours. Et on va faire un test ensemble. En fait, lors de toute cette conf, vous allez pouvoir vous allez pouvoir scanner là, le QR code. Je vous invite à le faire. Et vous allez tomber sur une app Bubble qui a été faite il y a quelques jours. Et en fait, cette app, on va vous demander de prendre une photo. Vous pouvez prendre votre tête ou n'importe quoi. Et aussi derrière de mettre un nom et un message. Et vous allez voir que tout au long de cette conf, en fait, on va mettre en application tout ce qu'on se dit. C'est-à-dire que là, on a dit, voilà, en quelques minutes, vous pouvez faire cette app. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire je crois que ça lui a pris 1 ou 2 heures, il a fait l'application, ou peut-être même moins, désolé, peut-être ça se trouve ça t'a pris 30 minutes et je te dis 2 heures. Mais en fait, l'idée c'est quoi? On a fait un truc qui permet de chercher dans votre téléphone des photos, donc potentiellement de prendre une photo, et derrière, on a pris un message. Ça, c'est juste l'input. Et on a fait ça. Maintenant, on va voir la suite parce que cette data, on l'a dans Bubble. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et ça nous permet d'arriver au deuxième point, qui est l'automatisation. Je vous ai parlé tout à l'heure de Zapier, de N8N, etc. Et justement, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail. Et du coup, un tonnerre d'applaudissements encore une fois pour se réveiller pour Dominique, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Silvas, je suis le cofondateur de Noxcode. Noxcode, c'est une agence de développement qui est spécialisée sur les technologies no-code. On accompagne nos clients sur le développement, également la formation et aussi sur les automatisations. Juste avant, vous avez pu voir avec Jérôme comment est-ce qu'on peut utiliser Bubble, en quoi c'est un outil qui est vraiment hyper intéressant puisqu'on l'utilise aussi énormément à Noxcode pour créer des applications. Là maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment, maintenant que j'ai mon application Bubble, est-ce que je vais pouvoir envoyer mes données, par exemple à mon outil, à mon CRM, le connecter à mon outil de comptabilité. Bref, plein de cas utilisateurs qui peuvent être intéressants pour pouvoir le connecter. Et tout ça sans une seule ligne de code, bien entendu, puisque c'est le principe du no-code. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai connu le no-code, mon parcours. Dans un deuxième temps, on va parler de différents outils no-code, d'automatisation. On va en voir 3 en particulier, donc Zapier, Make, anciennement Integromat, et également N8N. Et dans un dernier temps, on va voir des cas concrets. Je pense que ça va être une partie qui va vous intéresser, puisqu'en fait, ça va être des cas clients, des cas réels qu'on a rencontrés dans notre agence. Et l'idée, c'est de pouvoir vous montrer ce qu'on a mis en place pour que vous puissiez aussi également l'utiliser, vous donner des idées pour vos projets. Donc on va démarrer sur comment est-ce que j'ai connu le no-code. Pour ça, il faut remonter il y a un peu plus de 10 ans. Je suis étudiant, je suis en école de commerce, et comme
pour beaucoup d'étudiants, j'imagine, j'ai besoin de sous. J'ai l'idée de créer un site e-commerce qui s'appelle Match Chinese Cost. Je vous avoue qu'au bout de 10 ans, j'ai un peu honte maintenant du nom. L'idée, c'est un site e-commerce que j'ai créé sur PrestaShop où je faisais de l'import de tablettes et de téléphones. C'est un site que j'ai créé sur PrestaShop pendant plusieurs années et au bout d'un moment, je suis confronté à une problématique, c'est qu'il y a des fonctionnalités que je souhaite mettre en place que je peux pas, puisqu'en fait, la technologie, même en rajoutant des plugins, me permet pas de pouvoir les rajouter. Et là, je commence à chercher différentes solutions qui puissent me permettre de recréer ce type de plateforme sans pour autant être développeur. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur Bubble. Sauf que le souci, c'est que le projet, petit à petit, au fur et à mesure des années, je commence à y accorder de moins en moins de temps. Je ne travaille plus nécessairement dessus. Et donc, c'est finalement quelques années plus tard où je travaille dans un incubateur de start-up qui s'appelle Incubator. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un incubateur, c'est une entreprise qui est là pour aider des entrepreneurs à créer leur start-up tout simplement. Moi, mon travail dans cette entreprise, c'était d'accompagner les entrepreneurs à créer ce qu'on appelle un MVP. Ça veut dire Minimum Viable Product. C'est le produit minimum viable. En gros, c'est une app pour pouvoir tester très rapidement son marché. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir la vendre, pour pouvoir vraiment la tester. Dans cette entreprise, donc j'accompagnais les entrepreneurs sur ces problématiques. Et au tout départ, l'essentiel de l'équipe de développement, c'était essentiellement des technologies à base de JavaScript. On utilisait beaucoup du React Native, également du Firebase. C'était l'essentiel des technos qu'on utilisait. On avait des délais de développement qui étaient de 2 à 3 mois à peu près pour créer ces MVP. On avait aussi un souci, c'est qu'une fois qu'on lançait l'application, on avait aussi des délais de traitement pour pouvoir ajouter les retours du marché, les retours du client. Et en fait, par rapport à ça, je me suis rappelé donc de la technologie Bubble qui pourrait permettre finalement, si on formait après les entrepreneurs, à créer, à leur mettre à disposition la techno pour qu'ils puissent finalement faire aussi leurs modifications. Pour ça, on fait un premier test qu'on valide donc avec le fondateur de l'incubateur sur un premier projet qui était dans le secteur de la crypto-monnaie. On fait un premier test et là, en moins d'un mois, on crée le projet. On se dit c'est plutôt cool, c'est assez prometteur. On le réitère sur un deuxième projet, donc là dans un projet qui était dans le secteur de la finance. Et de la même façon, en moins d'un mois, on avait encore développé le projet sur Bubble. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros potentiel, puisque non seulement on allait beaucoup plus vite, le budget forcément il était réduit, quasiment divisé par 3, mais surtout en plus, les entrepreneurs derrière ils pouvaient modifier leur application, modifier leur plateforme, c'est-à-dire changer du wording, changer des couleurs, comme vous avez pu le voir juste avant. Et donc, ça nous a permis en fait finalement de diviser par 3. Au fur et à mesure des années, dans cet incubateur, j'ai pu voir aussi que non seulement les startups étaient intéressées donc par le no-code, mais également des grandes entreprises, des grands groupes, avec des besoins bien entendu qui sont différents, mais qui voyaient vraiment le no-code, qui étaient intéressés dessus. Et c'est ce qui m'a finalement donné l'envie de créer donc l'agence Noxcode, qui est une agence qui va aider donc sur le développement no-code de plateformes qui peuvent être de tout type, marketplace, des produits internes, par exemple pour gérer ses employés, gérer les réservations, et également des applications mobiles iOS, Android. On travaille beaucoup avec Bubble. On fait également de la formation, une formation qui là aide. On va former en fait sur les technologies comme Bubble. Elle se destine à tout le monde. C'est vraiment le principe du no-code, c'est que vraiment même si on n'a pas nécessairement des compétences techniques, on peut apprendre et créer soi-même son application. Et on va également faire du coaching. Et là, ce coaching, c'est des heures qu'on va faire ensemble par semaine où on va accompagner pour créer son application, sa plateforme. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite développer les parties les plus techniques de l'application. Mais ça permet après, généralement aux entrepreneurs, d'avoir la main sur leur produit et de pouvoir l'éditer par la suite assez facilement. Parmi les différentes choses qu'on réalise, bien entendu, il y a les automatisations. Et c'est justement donc ce qu'on va voir ensemble. L'objectif des automatisations, c'est de pouvoir en fait finalement gagner du temps. On va répéter des tâches, on va refaire en sorte
que ces tâches qu'on va faire à la main puissent être faites automatiquement. Et ça va être comme si on pouvait avoir finalement des robots qui vont travailler et qui vont mettre ça en place, ces fonctionnalités 24 heures sur 24. Ça va nous permettre de communiquer des données entre plusieurs applications et donc de pouvoir les consolider. C'est-à-dire que si par exemple j'ai mon application sur Bubble et que je souhaite la relier à mon CRM, je vais pouvoir faire en sorte que les données soient les mêmes entre les deux différentes plateformes. Et très souvent, quand on a une tâche qui va être répétitive, on a aussi l'erreur qu'on peut avoir, c'est que vu que la tâche est répétitive, on commence après à faire des erreurs. Et là, on est sûr qu'elle soit bien faite tout le temps. Bien entendu, il faut bien la paramétrer. Mais ça nous permet vraiment de gagner du temps. Puisque si on automatise certaines actions, on va pouvoir finalement se libérer du temps sur d'autres tâches où on peut avoir plus de valeur ajoutée. Le fonctionnement des outils d'automatisation, il est sensiblement tout le temps le même, c'est ce que vous allez voir. Au début, on a ce qu'on appelle un trigger, donc un déclencheur. C'est ce qui va déclencher notre automatisation. Ensuite, on a les actions. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un sonne à ma porte, je vais avoir le déclencheur, je vais marcher, je vais ouvrir la porte, et là, je vais avoir l'action. Il peut y avoir plein d'autres choses derrière qui peuvent se passer. Ici, on va voir en fait un exemple d'automatisation qui a été faite, qui nous vient de Zapier. Au début, on a donc un nouveau lead, donc un nouveau contact qui est généré par une publicité sur Facebook. On souhaite lui envoyer un email et ensuite on va pouvoir l'ajouter sur Slack, le notifier pour qu'on sache qu'il y a bien eu un nouveau lead. Ça, c'est une tâche, si la publicité marche bien, qui peut prendre énormément de temps à chaque fois si on doit le faire à la main. Avec les automatisations, ça va nous prendre quelques minutes pour pouvoir le mettre en place. Une fois qu'il est réglé, ça tourne tout seul, on n'a plus besoin nécessairement d'y toucher. Donc ça veut dire qu'on va gagner un temps énorme derrière pour pouvoir se concentrer sur d'autres tâches. Je vous propose qu'on démarre sur Zapier, le premier outil d'automatisation qu'on va voir ensemble. Normalement, vous allez avoir un sondage qui va apparaître sur Livestorm, sur lequel vous allez pouvoir voter, où il va y avoir Zapier, Make, Integromat. Je suis désolé, je risque de redire Integromat plusieurs fois parce qu'ils ont changé de nom assez récemment. Et également N8N. L'idée, c'est de voir les outils que vous utilisez le plus. Et je pense que celui qui va ressortir, ça va être Zapier. Zapier, c'est une entreprise qui a été créée donc en 2011, donc ça fait déjà un petit moment. C'est une entreprise qui est américaine. C'est pour la petite histoire, donc aujourd'hui ils ont plus de 500 salariés dans le monde entier, donc c'est quand même une bonne grosse boîte. Et la première fois qu'ils ont postulé, donc il y a Y Combinator, qui est un incubateur américain très connu, qui a vu beaucoup de belles success stories comme Stripe, Airbnb, Twitch. La première fois qu'ils ont postulé chez eux, c'est pas passé. Et donc ils ont dû repostuler une deuxième fois. Et ils ont intégré 25 applications sur leur service, et là c'est bon, et ensuite ils ont pu finalement suivre le chemin qu'on connaît par rapport à cet outil. Ce qu'on va voir ensemble, c'est le même scénario sur les 3 différents outils pour que vous puissiez voir les différences. Donc on est parti sur un cas qui est celui de Noxcode. On a notre site qui est sur Webflow. On va vouloir faire en sorte qu'à chaque fois que des personnes nous contactent sur notre formulaire de contact, que le contact s'ajoute automatiquement à notre CRM HubSpot et lui envoyer un email pour lui dire comme quoi on a bien reçu sa demande. Ça, c'est une tâche, vous imaginez bien que si on la fait à chaque fois à la main, elle peut prendre du temps, on peut même avoir besoin de dédier des ressources par rapport à ça. Et là, avec Zapier, on va en premier régler donc le déclencheur, donc le formulaire de contact sur HubSpot, sur Webflow. Et ensuite, on va régler en se connectant sur HubSpot pour pouvoir ajouter de nouveaux contacts automatiquement. Et pour pouvoir mettre en place ça, on va utiliser en fait ce qu'on appelle des variables. Les variables, c'est ce qui va changer à chaque fois. Donc, par exemple, l'adresse mail de la personne qui nous a contacté, le nom, le prénom et les différents critères qu'on souhaite mettre en place. Et sur Zapier, donc là, vous sélectionnez à chaque fois l'application parmi vraiment la multitude d'applications qu'ils ont. Vous allez renseigner les différentes informations, les différentes variables. Et ensuite, vous allez rajouter les différentes actions que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez vraiment en mettre plusieurs. Là, on part sur un exemple qui est très simple. On a 2 actions qui se réalisent. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut même y en avoir certaines qui peuvent être un peu plus complexes. Si vous souhaitez par exemple dire, par exemple, je souhaite mettre une condition, c'est-à-dire de faire en sorte que si c'est sur
si par exemple la personne a mis comme quoi elle était anglaise, d'avoir un email spécifique qui va partir, on peut mettre en place ce genre de choses. Zapier, c'est un outil qui est assez simple à prendre en main. Vous voyez, on a juste à régler les différents... on va être guidé, on va avoir les différents éléments qu'on va pouvoir régler. Mais le souci de ça, c'est que finalement, on va être un peu limité au niveau des actions d'automatisation qu'on va vouloir mettre en place. Donc là, c'est la dernière étape donc, de l'envoi d'email, où je vais me connecter directement sur le Gmail pour pouvoir finalement envoyer un email automatiquement à chacune des personnes qui vont me contacter. Zapier, c'est un outil qui est hyper intéressant, sur lequel vous pouvez mettre en place des automatisations assez facilement, qui est simple à prendre en main. Bien entendu, il faut quand même comprendre la logique d'automatisation au début, mais une fois que vous l'avez comprise, vous pouvez vraiment mettre en place des choses hyper cool en quelques minutes. Là, par exemple, l'exemple que je vous montre, vous le voyez bien, si j'ai beaucoup de demandes qui vont arriver, ça peut vite me prendre beaucoup de temps, alors que l'automatisation en elle-même, elle va prendre quelques minutes à la réaliser. Vous avez une offre gratuite sur tous les services qu'on va voir ensemble. Et malgré tout, étant donné qu'ils ont cette position de leader, on a quand même une solution qui reste plus chère que les deux autres qu'on va voir ensemble. Et on va être limité sur les scénarios. On ne va pas pouvoir avoir autant de customisation possible que sur les deux autres outils qu'on va voir juste après. Par contre, c'est un excellent moyen de pouvoir démarrer dans les automatisations pour pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on peut automatiser. Le deuxième qu'on va voir, c'est Make. Donc Make, peut-être que d'autres personnes connaissent Integromat, donc ils ont changé de nom depuis une semaine. Cette fois-ci, c'est une entreprise qui est originaire de Prague, donc c'est une entreprise européenne. Ils ont été achetés assez récemment, en 2021, par une entreprise qui s'appelle Celonis. J'imagine que c'est suite à ça que le changement de nom a eu lieu. Ce service-là, c'est le service qu'on préfère chez Noxcode, puisqu'en fait, c'est le service qui va nous permettre de pouvoir personnaliser au maximum l'automatisation. Comme Zapier précédemment, le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'au début, on va régler donc le déclencheur. Qu'est-ce qui va faire que les automatisations vont devoir se déclencher? Donc, dans notre cas, c'est le formulaire de contact sur Webflow. On va pouvoir le régler. On va ensuite mettre en place l'action. Donc ici, l'ajout sur HubSpot. Et ensuite, on va mettre la dernière étape qui est l'envoi de mail sur Gmail. Toujours le même principe, toujours la même logique. Là, ce qu'il va y avoir de différent par rapport à Zapier que vous allez pouvoir voir sur l'affichage, c'est qu'on a une ligne en fait entre le Webflow et le HubSpot. Cette ligne, en fait, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir rajouter d'autres éléments, rajouter d'autres étapes. À la place d'avoir finalement un fil continu, ce qui était le cas sur Zapier, ce qui faisait aussi que l'outil était assez simple, là, on peut très bien mettre des actions simultanées entre HubSpot, donc juste après Webflow, et mettre tout un lot d'autres actions qui peuvent se passer au même moment. Et ça peut complexifier l'automatisation, tout comme ça va permettre certaines automatisations qui ne sont pas possibles ou faisables sur Zapier, mais qui vont nécessiter de créer en fait finalement plusieurs fois le même zap. Donc vous voyez, le principe c'est toujours le même. On choisit l'application, on crée l'action, on va sélectionner la variable qu'on souhaite utiliser. Et une fois que c'est fait, l'automatisation, on peut la tester bien entendu une première fois, et elle est réglée. Et là encore une fois, vous avez vu, ça a pris quelques minutes pour une action qui derrière va pouvoir me permettre d'économiser énormément de temps. La dernière étape, c'est pour vous montrer justement le fait qu'on puisse ajouter assez facilement d'autres éléments. Donc là, je duplique l'action sur HubSpot, où je vais la relier à Webflow. Et là, de la même façon, si j'ai envie de rajouter plusieurs autres actions, je peux le mettre en place. Je vais pouvoir mettre des filtres. Donc là, ça pourrait être par exemple le cas si je veux faire des actions qui vont être spécifiques par rapport à certaines typologies de clients. On va pouvoir mettre en place des choses qui peuvent être assez complexes. Et c'est ce qui fait que Make est un outil vraiment très puissant en termes d'automatisation. En plus de ça, il est moins cher que Zapier. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins cher même que Zapier. Et on a toujours cette offre gratuite qui nous permet d'utiliser la solution et de pouvoir la tester pour voir si elle nous convient. Et on a vraiment cette possibilité-là de
customiser les scénarios qui peut rendre peut-être l'outil un petit peu plus complexe quand on démarre dans les automatisations. Par contre, c'est ce qui fait que l'outil est vraiment puissant. On va passer à N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation, mais cette fois-ci qui a une partie qui est open source. Ça veut dire que vous allez pouvoir en fait l'installer sur votre serveur. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que dans certains cas, on a besoin que les données ne soient pas qu'elles soient stockées sur notre serveur. Ça peut être typiquement des questions qu'il peut y avoir, par exemple, dans des grandes entreprises. Et là, avec N8N, on a la possibilité finalement d'avoir ce service-là qui soit hébergé sur le serveur. C'est une entreprise qui est plus récente. Elle date de 2019. Et pour la petite histoire, donc N8N, je me suis demandé pourquoi ce nom. Et en fait, ça vient de NodeMation. Node, puisque c'est la technologie à la base qui est utilisée pour N8N, et Mation pour le côté automation. Après, je vous avoue que c'est pas expliqué pourquoi il est passé de NodeMation à N8N. Là, j'avoue que c'est parti un peu trop loin. Mais en tout cas, c'est le point de départ de ce nom. Et je sais que c'est une question qu'on pose aussi assez souvent, c'est comment est-ce qu'on est censé le prononcer. Donc, sur leur site, c'est ce qu'ils indiquent, c'est N8N. C'est le nom. Et si vous m'en voulez pas, je vais le prononcer à la française. Au niveau de l'automatisation, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avec Make. C'est quelque chose qui ressemble énormément en termes d'affichage. Par contre, c'est un outil qui est plus compliqué pour plein de raisons différentes. Il y a beaucoup moins d'applications qui sont disponibles puisque l'outil est plus récent. Il est aussi beaucoup moins connu. Et il y a beaucoup de choses qui sont pré-paramétrées sur Zapier ou Integromat qu'on a besoin de faire à la main sur N8N. C'est ce qui fait que l'outil peut être un petit peu plus compliqué. Mais ceci dit, on peut vraiment faire des choses qui sont très puissantes dessus. Et l'avantage, c'est qu'étant donné qu'il est sur notre serveur, on n'a plus tellement de limites après. Enfin, la limite après, c'est notre serveur. Mais on peut vraiment mettre des milliers de données si on souhaite et de les automatiser. Au niveau de l'interface, il est quand même plus compliqué. Il va être un peu plus complexe à utiliser sur les trois. C'est pour ça que c'est un outil qui va plus être réservé à des personnes qui connaissent déjà, qui sont un peu plus techniques. Mais néanmoins, c'est vraiment un bon outil aussi pour pouvoir automatiser des actions et qu'on a la problématique de l'avoir sur son serveur. Il y a un petit warning à la fin, c'est donc de bien penser à sécuriser le serveur, puisque là, on a accès à des données qui sont très sensibles. Donc là, si je reprends l'exemple du CRM et de l'email, si je sécurise mal mon serveur, je peux potentiellement donner l'accès à d'autres personnes d'envoyer des mails à ma place, ce qui serait pas très cool. Également d'avoir l'accès potentiellement à mon CRM. Et donc là, autant sur Make ou sur Zapier, tout est déjà un peu préfait pour que ce soit sécurisé. Là, sur N8N, c'est à vous de le faire. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est hyper important. L'outil est toujours en bêta. Et donc il y a souvent des mises à jour, potentiellement des mises à jour des fois qui peuvent casser certaines choses. Mais ça reste après quand même un outil, si on connaît la technique, qui est hyper sympa à utiliser. Je vais faire un petit récap en résumant un peu en un mot les différents outils. Le premier, c'est Zapier. C'est le plus simple. C'est vraiment, si on doit démarrer par les automatisations, celui sur lequel je vous recommande de démarrer. Il a une partie en plus qui est gratuite, tout comme Make. Make, ça va être une solution qui va être un peu plus compliquée à prendre en main. Par contre, le jeu, il en vaut clairement la chandelle, puisque c'est celui où vous serez le plus flexible et vous pourrez mettre en place des choses qui peuvent aller assez loin. Et N8N, l'outil le plus technique. L'outil le plus technique qui va pouvoir en plus répondre à certaines problématiques d'entreprise, qui est bien utile par rapport à ça. Mais par contre, voilà, il faut comprendre un peu plus comment fonctionne d'une façon générale un peu plus le développement web. Même si ça reste du no-code en termes d'interface. Puisque là, vous ne l'avez pas vu, mais il faut donc l'installer sur son serveur. Et il n'y a pas de choses qui font du one-click install, des fois comme on peut avoir sur du WordPress ou sur d'autres services. On va voir maintenant différents cas clients qu'on a eu et où on a pu mettre en place des automatisations. Le premier, c'est avec le petit paumé. Le petit paumé, c'est s'il y a des Lyonnais, peut-être qu'ils le connaissent.
C'est une association lyonnaise qui date déjà depuis un petit moment, parce qu'elle a été créée en 1968. Au départ, ils donnaient des guides en fait, où ils recommandaient des restaurants et des bars. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est 200 000 exemplaires qui sont distribués chaque année. Et ils ont également un gros trafic sur le site, 90 000 visiteurs mensuels, 250 000 pages vues. Donc on a quand même un site internet qui, je veux dire, va demander certaines ressources sur ces différentes applications no-code. Aujourd'hui, le petit paumé, c'est un triptyque qui a été mis en place. Donc on a d'un côté le site internet sur Webflow, par rapport justement à certaines questions où tout à l'heure j'ai entendu parler de SEO. On a ensuite une partie qui est sur Bubble. Là, on va voir l'application. Donc par exemple, les recommandations, les différents avis sur les restaurants et les différents établissements. Et on va avoir une partie qui est sur Airtable. Donc Airtable, c'est une base de données sur laquelle on va pouvoir mettre en place plein de choses. Et ce qui a été mis en place, donc avec le petit paumé, on a mis en place en fait donc leur base de données est toute sur Airtable. Donc par exemple les établissements, les différentes critiques, tout est dessus. Et on a fait en sorte d'envoyer les données vers le Bubble pour que les données en fait soient tout le temps affichées et synchronisées, de la même façon que le Bubble, si on fait des modifications, qu'elles puissent être répercutées sur le Airtable. On peut se demander pourquoi je ne lis pas directement les données du Airtable. Ça pourrait être plus simple que d'avoir répliqué les données sur le Bubble. C'est tout simplement à des fins de performance pour que ça soit plus réactif. C'est pour ça qu'il y a ça qui ça a été mis en place de cette façon. Donc, l'un des avantages par rapport à ça, même si on pourrait se dire par exemple qu'on multiplie finalement les outils, c'est que le Airtable, il est très facilement, on peut le partager assez facilement à son équipe. Il n'y a pas besoin nécessairement de reformer des personnes dessus. Non seulement il va être partageable assez facilement, mais en plus de ça, on va pouvoir mettre en place on va pouvoir le customiser. On ne va pas avoir besoin de modifier par exemple l'application Bubble ou le Webflow. Et donc ça va nous permettre finalement d'avoir la main aussi sur cet espace d'administration. Et ça évite en plus du développement, puisqu'en fait l'administration est toute directement sur le Airtable. On va passer maintenant sur un deuxième cas client, donc, qui est de Will. Ça s'appelle Will Agent. Ça a été créé donc, par Pierre Fournier. Will Agent, le but de cette entreprise, c'est d'aider les salariés à résoudre leurs problèmes d'organisation, communication, management, seuls, donc via de la formation ou avec des agents. En fait, les agents, ils vont être là pour les aider tout au long de la carrière du salarié, par exemple sur des problématiques de mobilité, de prise de poste ou encore de promotion au poste de manager. En gros, il va y avoir plusieurs utilisateurs, il va y avoir des talents, et il va également y avoir des agents qui vont être là pour aider justement ces talents. Une grosse partie de la base de données est sur Notion, un peu comme on a vu juste avant sur le Airtable. Donc là, ça va être l'outil, ça va être Notion. Et la plateforme, quant à elle, elle est sur Bubble. On va voir ensemble deux cas différents d'automatisation qui ont été mis en place. Le premier, c'est les utilisateurs qui vont être inscrits. Donc on va en fait avoir tous les utilisateurs qui vont être inscrits sur Notion, sous une vue un peu tableau, comme vous pouvez le voir en démonstration sur le côté gauche. Tous les utilisateurs vont être inscrits avec le nom, le prénom, le mail. Et on va avoir la possibilité, sur le Bubble, en sélectionnant, donc il y a aussi la promotion qui va être créée, donc pour savoir quand est-ce qu'il rejoint. Et sur le Bubble, il va avoir un bouton pour pouvoir finalement créer tous ses comptes à la volée. Ça, c'est quelque chose qui pourrait prendre du temps, puisqu'il faudrait le faire à la main, il faudrait créer les comptes à chaque fois. Et là, avec un seul bouton, il va y avoir tous les comptes qui vont être créés. Ça implique quoi? Ça implique de les créer sur la plateforme Bubble, mais également d'envoyer les emails, d'envoyer tout ce genre d'informations. Donc ça fait gagner un temps énorme par rapport au fait qu'en partant du Notion, on va pouvoir finalement répercuter les données en les automatisant directement sur l'application Bubble. Le deuxième cas, donc on vient d'ajouter les différentes personnes, ça va plutôt être pour les facturer. C'est-à-dire qu'on a les utilisateurs maintenant qui sont sur le Bubble, on va vouloir finalement les facturer et donc envoyer les factures. Et là, on va encore utiliser des automatisations. Il va y avoir, dans un premier temps, le Bubble, où il va y avoir directement les différentes personnes qui sont inscrites.
sur le Notion va être renseigné un peu à la façon d'un CRM. Quel est le profil de client? C'est-à-dire, est-ce que c'est un professionnel? Est-ce qu'il va payer avec du CPF? Est-ce que c'est un particulier? Avec ces informations-là, il y a une automatisation qui va être mise en place, qui va lire les données du Notion et qui va envoyer les bonnes factures aux bonnes personnes avec les bonnes informations, c'est-à-dire qu'en fonction de si elle a 1000 CPF, si c'est un particulier ou un pro, pour qu'il y ait les bonnes choses qui apparaissent. Et ça, en plus, lié à l'outil de facturation. Tout ça via des automatisations en no-code. C'est une partie qui pourrait pour le coup prendre aussi beaucoup de temps, générer les factures, les mettre en place, les envoyer. Là, tout se fait automatiquement en quelques clics. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le Notion, dans ce cas-là, il remplace vraiment le CRM, c'est une sorte d'admin. On va pouvoir gérer les données. Puisque Notion est très simple d'utilisation, je ne vais pas trop en parler parce que c'est le sujet juste après. Il y a la possibilité de le mettre la main dessus, de pouvoir faire évoluer la solution. Et ça va finalement permettre aussi de pouvoir gagner un temps énorme sur les différentes actions que le fondateur va vouloir mettre en place. Le troisième et dernier cas, donc là on est sur quelque chose de différent, c'est sur la problématique des cadeaux d'affaires. Donc Gifty, c'est une solution qui va permettre d'envoyer des cadeaux d'affaires facilement à ces différents partenaires. Envoyer des cadeaux d'affaires, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué puisqu'on a plusieurs choses. Il peut y avoir quelles sont les règles de l'entreprise à qui on va envoyer. Et Gifty permet de faire ça assez facilement via une plateforme. Ça, c'est la plateforme, elle a été faite entièrement sur Bubble. Et il y a également des automatisations qui ont été mises en place. Ces automatisations, elles ont été mises en place cette fois-ci d'une façon différente de ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire qu'à partir de cette plateforme Bubble, on va faire en sorte que Gifty devienne finalement aussi une application qu'on va pouvoir mettre en place sur Zapier. Et donc, là, le cas, ça serait par exemple, j'ajoute quelqu'un sur mon CRM, j'ajoute un nouveau contact, et je vais pouvoir finalement créer une campagne où je vais pouvoir lui envoyer un cadeau très facilement, directement, via Zapier. Et Zapier, finalement, on va avoir la solution, donc Gifty, qui va être utilisable directement sur Zapier. Ça, c'est hyper cool, puisque ça va permettre finalement d'automatiser non seulement pour le client, mais également de pouvoir finalement proposer la solution plus facilement, puisque ça va nécessiter pour les partenaires moins d'intégration. Donc là, l'utilisation est vraiment similaire à ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire qu'on peut renseigner les différentes variables, mais pour un partenaire, il peut finalement utiliser la solution assez facilement. Et tout en no-code. Donc, ça permet vraiment d'intégrer l'offre directement à Zapier et de bénéficier finalement de la visibilité aussi de Zapier. En plus de ça, ça va permettre... Il va y avoir deux économies qui vont être assez importantes, c'est-à-dire que Gifty va pouvoir proposer la solution beaucoup plus facilement auprès de ses partenaires. De la même façon, les personnes qui souhaitent utiliser le service vont pouvoir finalement l'utiliser assez facilement via les outils d'automatisation. Donc dans ce dernier cas, finalement, on transforme son application Bubble, ou ça peut être toute application no-code, en finalement une application elle-même pour qu'on puisse finalement la relier à d'autres services. Voilà, c'était donc tout pour les automatisations. Pour le no-code, c'est vraiment quelque chose que je pense où on est finalement encore au tout début. Vous l'avez vu, Bubble a levé plus de 100 millions de dollars, Webflow de la même façon plus de 120 millions. Il y a beaucoup d'outils no-code qui commencent à émerger. Je pense qu'on est encore au tout début. Finalement, le Covid, assez paradoxalement, a quand même beaucoup propulsé tout le no-code, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu finalement créer leur application elle-même. Il y a encore des sujets où il va falloir encore, je pense, travailler dans la scène no-code, c'est-à-dire l'hébergement des données, où est-ce qu'elles sont stockées, en Europe, aux États-Unis. Là, sur les cas que je vous ai cités, Zapier, par exemple, c'est uniquement aux États-Unis. Make, depuis leur nouvelle version, permet de choisir l'Europe comme data center. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on aimerait que d'autres outils aussi comme Bubble puissent le mettre en place. Je vous remercie de votre attention. Je reste disponible après si vous souhaitez discuter de projets no-code. Merci Dominique.
première question, est-ce que tu as une idée de combien y a-t-il d'applications, ou en tout cas, qu'est-ce qui est connectable ou pas sur Zapier? Comment est-ce qu'on peut le voir? Alors ça doit directement être inscrit sur leur site, mais en tout cas, je n'aurais pas le chiffre en tête puisqu'on a tellement, et très souvent en fait ça arrive relativement rarement que le service en question ne le soit pas, surtout s'il est connu. Et très souvent, quand le service n'est pas présent, des fois ils ont une partie bêta qui permet finalement de soumettre son application assez facilement sur Zapier. Donc là, j'ai pas de chiffre exact. Ouais, il y en a un peu plus de 2000, ouais. Ok. Ouais, en complément, si jamais, parce que c'est une question juste après, c'est au cas où elle n'est pas disponible, si jamais il y a une API qui est disponible dans le service que vous voulez connecter, vous pouvez toujours le connecter, toujours connecter cette application avec l'API en question, donc avec Make ou même avec Zapier en fait. Vous pouvez créer des apps personnalisées, vous pouvez créer ça. Est-ce que tu aurais d'autres d'exemples d'automatisation type, tu sais, parce que souvent on a un peu de mal à se dire mais qu'est-ce que je pourrais automatiser, parce que quand on ne sait pas que c'est possible, on a souvent on est en manque d'exemples. Est-ce que tu as des exemples? En fait, finalement, je peux même l'élargir, pas non seulement sur les automatisations, mais finalement aussi sur le no-code. C'est très souvent, vu qu'on peut tout faire, on ne sait pas exactement ce qu'on peut faire. C'est souvent la question aussi qui revient sur ça. Du point de vue des automatisations, c'est très souvent des tâches qui vont se répéter et sur laquelle on va devoir répéter en fait une action qui va être très similaire. Et pour ça, généralement, en fait, tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple d'une action qui peut se répéter. Ça, par exemple, de générer des factures, de l'avoir à l'ajouter, par exemple, sur son logiciel comptable. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire tout le temps. Typiquement, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Des actions, des fois aussi, qu'on va utiliser directement. Je ne sais pas si vous utilisez Slack, mais s'il y a des actions qu'on peut automatiser pour éviter d'avoir, par exemple, ou à consulter ses mails, ou faire en sorte qu'on va avoir des informations qui vont automatiquement se redistribuer dessus. Par exemple, des contacts sur les réseaux sociaux ou autres, on peut faire en sorte de les automatiser aussi. Donc pour éviter pour simplifier notre travail finalement. Donc là, des exemples, il y en a vraiment il peut y en avoir vraiment énormément qui peuvent être mis en place sur ça. Et ensuite, je pense que les exemples sont vraiment liés à votre métier à vous. Faut vraiment, une des techniques que moi j'utilise, et c'est vrai qu'en tant que développeur, on nous apprend souvent que plus t'es lazy, donc en gros, moins tu veux en faire, mieux c'est, parce que du coup, tu vas vraiment chercher à optimiser. Tu vas, par exemple, si tu as, d'un point de vue développeur, une fonction que tu écris 3 fois, tu vas essayer d'en faire une même fonction. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai un truc qui permet de traquer mon activité. Il y en a plein, hein. Moi, c'est Timings, il y a Toggle, etc. Et vous essayez de vous poser la question, quelles sont les choses que je refais et je fais et je refais lors d'une semaine. Et en fait, vous ne posez pas la question si c'est possible ou pas. Vous posez juste la question, est-ce qu'il y a des tâches récurrentes? Et dedans, par exemple, si la tâche c'est à chaque fois je télécharge la même pièce jointe pour l'envoyer à mon comptable, du genre une facture, ça vous pouvez totalement l'automatiser. Un truc qui est, je sais pas, facture free ou facture je sais pas quoi, vous tapez dans Make, dès que j'ai dans Gmail quelque chose qui vient de free, automatiquement soit l'ajouter à Airtable, soit l'ajouter à mon logiciel comptable, soit l'ajouter ou l'envoyer directement par mail. Et souvent on aura des exemples d'automatisation à faire en regardant notre propre usage, parce que sinon l'usage de quelqu'un d'autre il va pas forcément vous correspondre. Moi souvent je donne des templates, des trucs comme ça, mais en fait ça correspond pas vraiment aux gens parce que c'est pas ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et du coup, essayez d'analyser un peu plus les trucs chiants, récurrents que vous faites, où il n'y a pas de valeur ajoutée. Et là, c'est les trucs genre clic, 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 quoi. C'est pas je réfléchis, si par exemple créer une pub sur Canva. Alors même s'il y a des gens qui essaient de l'automatiser, je pense ici à Abyssal par exemple, si vous êtes vraiment un créatif, vous n'allez pas pouvoir automatiser vraiment ça. Si vous avez vraiment une fibre créative, etc. Bref, juste des exemples pour savoir comment est-ce que vous pouvez automatiser. Du coup, est-ce que c'est possible de connecter WordPress à Zapier? Comment est-ce qu'on peut savoir ça, par exemple? Il y a une connexion directement, on peut le connecter. On peut aussi connecter donc, pour ceux qui utilisent WooCommerce. Donc on peut aussi mettre en place des actions. Après les CMS, il y a des choses aussi, surtout WordPress, si vous avez mis en place des systèmes de sécurité, ça peut poser un peu problème aussi pour bien utiliser ces outils d'automation. Mais c'est très simple en fait. Il suffit de taper que ce soit Integromat ou Make ou Zapier, il suffit de taper le nom de l'application et vous allez voir tout de suite si elle va apparaître ou pas. Si elle apparaît pas, ça reste toujours faisable, comme l'a dit Shubham tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va utiliser les API. C'est un peu plus technique, mais ça reste quand même jouable. C'est pas très compliqué à être mis en place.
Et WordPress, dans les deux, enfin, je veux dire, c'est complètement jouable de pouvoir mettre en place des automatisations par rapport à ça. Donc, création d'articles, faire des actions en fonction sur WooCommerce des commandes qu'on a reçues. On peut mettre ça, on peut le faire. Merci Dominique, c'est hyper cool. Et on va passer à la suite. Jonathan, qui va nous parler de Notion. Je m'appelle Jonathan, je vais vous parler de Notion, des workflows et de comment on met ces workflows sur Notion. Je suis hyper content d'être là, je crois que c'est la plus grosse salle que j'ai faite en présentation de toute ma vie, donc parfois j'ai bordouillé, voilà, c'est normal. Du coup c'est parti. Du coup je vais d'abord vous parler de pourquoi je vous parle de Notion, pourquoi c'est vraiment particulier et pourquoi moi je vous parle de Notion. Ensuite je vous dirai un peu qu'est-ce qui fait que c'est un outil différent des autres, qu'est-ce qui fait que ça change la donne par rapport à d'autres outils dont on a pu voir précédemment qui étaient bien mais différents. Ensuite je vous montrerai un exemple de workflow et comment le mettre en place sur Notion. Et enfin, je vous montrerai que dans certains cas, on va pouvoir remplacer des SaaS du quotidien, par une utilisation avancée de Notion. Et c'est parti. Voilà, du coup, ça c'est moi en version illustration. Donc vous avez le droit de trouver ça ridicule, moi j'aime bien. Voilà. Du coup, Notion, donc la version qu'on connaît aujourd'hui, c'est la V2. Et elle a été lancée il y a même pas 3-4 ans. Et depuis, c'est devenu à peu près le tiers du Fortune 500, donc les plus grosses boîtes américaines. La moitié des startups à succès qui sont incubées au Y Combinator. Et surtout, le hashtag Notion, c'est plus de 60 millions de vues sur TikTok. Donc ça vous montre un peu, au-delà du côté un peu marrant que les gens postent leurs espaces sur TikTok, qu'il y a une vraie communauté autour, que c'est pas juste un truc d'entreprise, c'est aussi un truc perso. Et que ça marche bien. Les gens sont vraiment passionnés par l'outil. Il y a une super communauté, en plus des entreprises dont j'ai mis les logos en bas et que vous connaissez certainement. Pour donner un autre exemple de à quel point c'est vraiment particulier, c'est ce tweet d'un investisseur californien qui explique tranquillement que sa routine quotidienne, c'est de refuser les demandes des autres investisseurs d'investir dans Notion parce qu'ils avaient prévu de pas faire rentrer d'investisseurs dans leur capital et que du coup il passait sa journée à dire non c'est bon, ils en ont pas besoin. Et pour ajouter un peu à la légende, il paraîtrait que Notion, quand ils ont déménagé leurs locaux, ils n'ont pas intégré leur adresse dans Google Maps pour éviter que les investisseurs fassent du sitting devant l'entrée pour leur demander s'ils pouvaient leur donner de l'argent. Donc voilà, pour donner un peu l'idée de à quel point c'est cool. Du coup, maintenant je vais parler rapidement de moi. J'ai été product manager dans une boîte qui s'appelle Paper.Nest pendant 4 ans, où on avait évidemment énormément d'outils liés au product management, donc les classiques, les Jira, les Trello, les Google Docs, et on est passé à Notion la dernière année où je suis parti, et là c'était le coup de cœur, voilà, donc le petit coup de cœur. Et à la suite de ça, quand je suis parti, j'ai commencé à me mettre en indépendant et à créer des outils sur Notion, donc sous la forme de templates, et je vous montrerai après à quoi ça correspond. Et depuis le début de l'année, je me suis mis en freelance chez Conto dans un poste assez particulier, c'est Product Manager No Code. Et en gros, je construis des intégrations en No Code pour Conto, donc des intégrations de production. Je fais des features en No Code de production. Voilà. Un outil qui change la donne. Alors, déjà, Notion, qu'est-ce que c'est ? C'est des pages. Des pages avec du texte collaboratif. Ça, c'est vraiment le niveau 1. Quand on l'allume, c'est le truc qu'on peut voir en premier. C'est comme un Google Doc. On peut mettre du texte, on peut le mettre à l'indenté, on peut travailler à plusieurs dessus. C'est le premier niveau, celui que les gens connaissent en général. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. On peut faire des pages reliées entre elles, comme un Wikipédia d'entreprise ou un Wikipédia perso. Donc ça, c'est le niveau 2 qu'on connaît assez bien. On peut mettre toute sa documentation accessible, par exemple pour l'onboarding des nouveaux ou pour documenter ses process. Ensuite, le niveau 3, qu'on connaît un peu moins, c'est celui pour mettre du contenu complexe en page, en utilisant les blocs. Donc un des trucs qui est vraiment réussi avec Notion, c'est leur éditeur de page, qui est extrêmement facile à prendre en main et qui permet de créer des affichages très compliqués, vraiment sans difficulté. C'est quelque chose qu'on voit moins, qu'on voit par exemple sur les très anciens builders no-code tels que Wix par exemple ou WordPress, qui se débrouillaient plus ou moins bien. Et ben là, c'est vraiment un truc que Notion a craqué, c'est faire des pages complexes très simplement. Et avec toute la collection de blocs qu'ils ont intégrés déjà en place, donc par exemple les vidéos, les maps, les images, du code informatique, des tableaux, toute la collection de blocs.
Et donc ça permet par exemple de faire des pages web. Donc on peut les partager et en faire un mini site web et s'en servir par exemple pour présenter sa boîte, tester une idée comme une landing page ou plein d'autres choses. Ensuite, le niveau un peu supérieur, c'est les bases de données. Donc là, on rentre dans une autre dimension. On peut faire des bases de données sur Notion, comme un Google Sheets. Donc là, l'exemple que je donne, c'est par exemple une roadmap, où chaque ligne de la base de données, chaque élément correspond à une fonctionnalité qu'on va vouloir sortir. Son statut, sa date de sortie, l'équipe qui va la prendre en charge, par exemple qui l'a créée, et plein d'autres choses encore. Et donc cette base de données, on peut la garder sous forme de liste, mais le plus intéressant, c'est de les afficher sous forme de vue. Et c'est là où la puissance vraiment prend... on voit la puissance, c'est que tous les éléments que j'ai mis dans ma base, je peux m'en servir pour afficher cette base de plein de façons différentes. Donc par exemple, là, je montre la vue timeline, qui est particulièrement intéressante pour des sorties, la vue map, la vue calendrier, pardon, la vue galerie, quand on a des éléments avec des images, ou encore la vue board. Donc ça, c'est celle qu'on va utiliser pour, comme un Trello un petit peu. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va donner toute sa puissance à la donnée et qui va lui permettre d'être consommé de façon très ergonomique, très facile. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez nouveau, qu'on n'avait pas par exemple dans Trello jusqu'à très récemment. Ensuite, si on va dans un niveau encore supérieur, c'est les relations entre les bases de données. Donc on a une liste d'informations, une liste de données, par exemple une roadmap, et on va avoir une autre base de données, par exemple de tâches. Et toute la question, ça va être comment relier les deux. Et bien ça, c'est possible avec Notion, c'est de faire des relations entre les bases de données. Et donc ça, on dirait pas comme ça, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça relie en fait le monde de l'informatique, des back-ends classiques qu'on connaît qui font ça, mais qui sont vraiment pour les développeurs, à ce que les utilisateurs classiques pourront faire. Donc à l'image un peu d'un Airtable qui le fait également, ça met dans les mains de tout le monde la puissance des bases de données. Et enfin, le dernier niveau, celui qui est peut-être le plus avancé, c'est les templates. C'est qu'une fois qu'on a vu qu'il y avait tout ça, parfois on peut être un peu prisonnier, se dire oula, il y a tellement de choses que je peux faire, je ne sais pas comment commencer. Et ben c'est là où les templates vont arriver et vont permettre de ne pas partir de zéro, de commencer avec un espace qui peut être déjà complété avec des bases de données pré-remplies pour pouvoir nous donner des idées ou des dashboards, des tableaux de bord qui sont très ergonomiques qu'on va pouvoir customiser. Et en fait, ces templates, quand on y réfléchit, c'est des apps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un affichage ergonomique, on l'a vu avec les blocs, mais aussi parce qu'il y a des bases de données. Et en fait, c'est ce qu'on attend un peu d'une app. Donc en gros, on peut vraiment voir Notion comme un outil pour créer des apps. On rentre vraiment dans le no-code, mais d'une façon extrêmement simple et sans s'en apercevoir, dans la mesure où à la base, on s'est dit « Ah, c'est juste un truc pour mettre de la doc ». Bah en fait non, en fait on peut créer des apps avec Notion. Et en plus, c'est là où c'est encore plus puissant, c'est qu'il y a maintenant un template galerie. Moi, je vois plutôt ça comme un App Store de Notion, mais on a vraiment tous les exemples de cas d'usage qu'on peut retrouver par exemple sur la barre, sur le côté, avec les templates pour aider les designers, les templates pour la vie perso, les templates pour le planning, les templates pour les sales. En fait, tous les cas d'usage qu'on peut imaginer ont un template associé qui peut être utilisé comme une appli. Maintenant, voyons l'exemple des workflows. Je vais vous parler de l'exemple du product management, que je connais bien, et qui a un workflow qui est pour le moins touffu. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de relations entre ces éléments. Tout à l'heure, je parlais des roadmaps et des sous-tâches. En fait, c'est qu'une toute petite partie d'un workflow qui est beaucoup plus grand, avec des objectifs, des résultats, des problèmes, des solutions, des expérimentations, avec également des sprints, de la documentation, des tickets, des sous-tâches. Enfin bref, tout un océan d'objets et qui sont chacun reliés entre eux. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est qu'avec Notion, on va pouvoir exactement faire ce workflow avec des bases de données. Donc en gros, on va pouvoir créer une base de données des objectifs, créer une base de données des résultats clés et les relier, faire une relation entre les deux. De sorte que quand on avance sur un résultat clé, on peut remonter jusqu'à l'objectif correspondant. À l'inverse, si on relie les objectifs avec les résultats clés, avec les problèmes, puis avec les solutions, puis avec les tickets, puis avec les sprints, et ben on peut voir à la fin d'un sprint quel est l'objectif qu'on aura fait avancer, puisqu'en fait tous sont reliés entre eux. Donc c'est là où c'est très intéressant d'avoir un outil pour les gouverner tous, versus avoir un petit peu d'éléments sur Google Docs, un petit peu d'éléments sur Jira, un petit peu sur Trello. Là on peut vraiment voir l'impact de tous les éléments sur tous les autres. Et ça, pour le coup, quand je vous disais que je faisais des produits en indépendant, ça c'est typiquement cet exemple-là, un produit que j'ai appelé ProductOS, qui est en fait développé intégralement sur Notion, et qui a un workspace complet, vendu comme un template, que vous pouvez dupliquer dans votre espace, et qui est en fait une vraie app
qui concurrencent des SaaS comme Jira, et avec énormément d'avantages, on va le voir juste après. Puisque du coup, Jira, c'est un produit qui est quand même très lourd et très cher, là où Notion, c'est quelque chose qui est quand même plus apprécié par les équipes et qui peut permettre de rentrer dans ses frais beaucoup plus simplement. Pourquoi c'est une app ProductOS ? Parce qu'il y a un affichage ergonomique, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans des blocs qui permettent d'utiliser l'outil de façon très simple, avec là par exemple la home page d'équipe. On va avoir les bases de données, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sprints, les objectifs, les tickets, les résultats clés. Toutes ces bases de données sont reliées entre elles et sont utilisables avec des tableaux de bord qui permettent de les remplir. Et donc maintenant, voyons comment ces templates peuvent remplacer dans certains cas des SaaS. Par exemple, si vous avez par exemple des sous-traitants, vous pouvez imaginer qu'il y a plein de moments où vous aurez des chaînes d'emails, plein d'échanges, de pièces jointes, avec toute votre équipe, des échanges sans fin. Et bien ça, typiquement, c'est un cas d'usage d'une utilisation avancée de Notion avec un hub, une page partagée avec votre sous-traitant sur lequel vous allez pouvoir mettre des commentaires, mettre des images, mettre une roadmap de votre travail en commun avec. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec Jira et Trello pour gérer les tâches d'une équipe technique, ça typiquement c'est un cas d'usage de Notion avancé. Un CRM sur HubSpot, vous pouvez également le faire en base de données Notion. Un blog d'entreprise, c'est un cas très intéressant de base de données Notion avec un joli template qui vous permet de mettre en avant vos articles. Un gestionnaire de newsletter, ça peut être également une page Notion avec un petit tool accompagné qui permettra d'envoyer des emails. Vos slides de réunion, typiquement, ça c'est exactement un exemple de cas où une belle page peut suffire plutôt que de faire des slides et de passer du temps à les mettre en page. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais hésité à faire toute ma présentation sur Notion, mais bon, comme il y a la caméra, il y a la télé, je préférais faire un truc très propre. Donc voilà, vous me pardonnerez. Donc voilà, donc tous ces cas, j'en ai listé 6, mais en vrai il y en a l'infini, c'est à vous de les trouver. Montre que c'est un outil qui est extrêmement versatile et qui permet de remplacer plein de cas d'usage, quoi. Je vais commencer par les quelques inconvénients d'avoir un Notion tout puissant qui gère tout. Le premier, c'est que certaines fonctionnalités avancées pourront manquer. Donc, par exemple, si je reprends Jira, dans Jira, on peut faire des connecteurs qui font que quand on déplace un élément d'une colonne à une autre, par exemple, pour dire qu'une tâche est terminée, on va avoir par exemple des éléments, enfin des connecteurs qui vont faire que une fonctionnalité va passer en production, ou alors des choses qui vont se passer à l'extérieur de Jira. Ça, c'est quelque chose qui va être plus difficile à faire avec Notion, ou alors il faudra passer par leur API publique et développer un petit bout qui viendra compenser ce manque. Mais à la différence d'un SaaS qui est déjà complet, ça va être plus compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect dépendance. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on met toute sa vie sur un outil, toutes ses tâches et tous ses process, il faut vraiment en avoir bien conscience et faire confiance à la fiabilité, le coût que ça va être. Aujourd'hui, c'est peu cher, mais si ça se trouve, dans 10 ans, on ne sait pas, ils pourront multiplier leur prix par 3. Et aussi la pérennité. Qu'est-ce qui se passerait si demain, Microsoft rachetait Notion et qui décidait d'enlever plein de leurs fonctionnalités. Donc ça, il faut avoir il faut avoir bien conscience de ça. Et maintenant, passons aux nombreux avantages. La personnalisation de l'outil est telle qu'on peut avoir un workflow extrêmement complexe et touffu et quand même avoir son équivalent numérique et pouvoir l'avoir sur Notion. Je prends pour exemple Conto où je travaille actuellement. Leur façon de travailler est extrêmement particulière et assez unique, et ils ont réussi à la traduire de façon extrêmement précise sur Notion, chose qu'ils n'auraient pas pu faire avec un outil du marché par exemple. Donc pour eux c'était vraiment l'occasion, enfin ils ont vraiment poussé l'outil extrêmement loin, et du coup ça fonctionne bien. Un deuxième avantage intéressant, c'est la transparence. Souvent on va avoir un SaaS par équipe. Donc par exemple si je reprends Jira, souvent ça va être l'outil des devs. Donc ça veut dire que, par exemple, quelqu'un du marketing ou du management qui veut savoir ce que font les devs, il va devoir avoir un compte sur Jira, il va devoir comprendre comment ça marche, il va devoir regarder au bon endroit pour voir si c'est bien ce qu'il avait demandé qui est en train de se faire. Enfin bref, ça peut, le fait d'avoir un SaaS par équipe, ça peut vraiment créer des silos et empêcher les gens de savoir ce qui se passe dans l'ensemble de la boîte. À la différence d'un outil comme Notion qui marche pour toutes les équipes, où en gros tout le monde peut voir tout ce qui se passe et comme tout le monde sait s'en servir, et ben c'est beaucoup plus facile d'accès.
Un troisième point, c'est la centralisation. De base, Notion est fait pour stocker de l'information structurée. Et du coup, quand on a besoin de chercher une info, on sait où la trouver. À l'inverse d'un channel Slack où on va devoir remonter très loin pour trouver une information pertinente, ou alors d'un échange d'emails qui n'en finit pas. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment l'information qui est bien organisée. Donc ça demande parfois du travail pour créer cette organisation. Mais une fois que c'est fait, ça permet vraiment aux équipes d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite. Enfin, la partie connexion, on peut mettre par exemple un Whimsical, donc un outil de charte, un outil de visualisation, ou alors un Figma, ou alors un lien vers Jira. Tous ces outils-là sont compatibles avec Notion et ils auront un affichage intéressant dans la page. Par exemple, Whimsical, si on ajoute un lien dans Notion, on va avoir l'image de Whimsical qui s'affiche avec le chart à l'intérieur qui change dynamiquement et pas juste le lien. Donc ça veut dire qu'on peut faire de Notion un outil pour les gouverner tous, au sens où les autres outils s'accommodent très bien de leur affichage dans Notion. Et enfin, le tarif très agressif, voire même gratuit si on est tout seul, peut aussi joue dans la balance. Là où, par exemple, pour un Jira, on va avoir des frais en milliers d'euros par an pour une équipe de 5 personnes. Là, dans notre cas, avec Notion, on ne sera pas du tout sur ces tarifs-là. Et je vais terminer sur une citation du founder, Ivan Zhao. We want to make Notion so powerful that everyone can make their own software. Donc ça reflète bien l'idée que c'est pas juste de la documentation ou de la rédaction de pages, c'est vraiment un outil pour créer des outils. C'est un outil qui est très facile à prendre en main et qui permet, sans s'en apercevoir quasiment, de créer les outils les plus proches de son workflow et de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette citation et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes produits Powered by Notion sur mon site internet et merci à vous. Merci beaucoup. Du coup, on va passer maintenant aux questions. Il y en a déjà une première qui est assez intéressante. Comment tu fais pour faire les graphiques que tu as fait avec les bases de données, etc. Alors ça, typiquement, c'est un de mes produits que vous pouvez voir sur mon site. Donc c'est basé sur l'API Notion qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Et en gros, ça prend tous les éléments qu'il y a dans votre base de données, ça les transforme en un langage de chart qui s'appelle le Mermaid. C'est une façon de créer des affichages. Donc par exemple, si je fais A-B, ça va générer un rond avec un A dedans, une flèche avec un B et avec un rond au-dessus. Et ça, c'est un truc qui est pris en charge nativement par Notion grâce au bloc qui s'appelle code. Donc en gros, dans le bloc code, vous pouvez mettre cette syntaxe dedans et ça va vous générer des bases de données nativement. Voilà, mon outil ne faisant que chercher ce qu'il y a dans votre base de données et le transformant en Mermaid. Voilà. Il y a une autre question au niveau du stockage, et c'est vrai que c'est c'est une question qui revient souvent. Quand tu mets tes données dans Notion, elles sont stockées où et est-ce que tu peux les héberger sur un serveur privé comme tu peux le faire avec Bubble, on l'a vu, ou avec d'autres? Alors ça, pour l'instant, c'est pas possible. C'est vraiment quelque chose qui va pas fonctionner si vous avez des données privées ou très sensibles. Cela étant, on peut voir qu'avec toutes les boîtes américaines du Fortune 500 qui font confiance aux serveurs de chez Notion, normalement, si vos données sont moins importantes que celles de IBM, ça devrait aller. Voilà. Et puis ouais, pour ceux qui ont peur là-dessus, moi ce que je dis tout le temps, c'est que vos données ne sont pas juste dans un serveur. Elles sont souvent répliquées, donc c'est pas... Si ça explose, il faut que ça explose juste d'un côté de la planète, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Merci beaucoup Jonathan, c'est hyper cool. On peut l'applaudir encore une fois s'il vous plaît. Et on va passer à la suite. Alors vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai fait ça, hein, on en finit avec cette partie-là. Du coup, cette fois-ci, j'aimerais le mettre sur Notion parce que vous avez vu qu'il y a des vues, il y a plein de manières de montrer les différentes vues sur Notion. Donc là, j'ai créé une base de données qui s'appelle NoCodeX, dans laquelle, cette fois-ci, je vais en plus de Slack, parce que oui, sur Make, on peut faire plusieurs enchaînements d'actions. Je vais dire, bon voilà, je veux que toutes vos images ou tout ce que vous avez posté tout à l'heure aille dans une base de données Notion dans laquelle je vais mapper les champs. Donc ça, je vais dire que le nom va vers le nom. Ça, c'est ce que je reçois de l'application, et du coup ça va me permettre d'avoir toutes vos images une par une. Bon là j'ai fait le screenshot avant, mais en réalité ce que ça donne dans la vraie vie, je sais pas si on peut cliquer dessus Laurent, mais
Mais du coup, préparez-vous à tous voir vos têtes. Par contre, vous rechargez, ouais. Je sais pas ça. Et du coup, vous voyez, on a toutes les images qui sont ajoutées automatiquement. Et normalement, si vous les ajoutez là, vous avez le lien aussi sur le Notion. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça ajoute automatiquement d'un côté les GIFs et de l'autre côté les images. Donc voilà, c'était juste une manière de vous montrer que en fait, même en live, on pouvait coder un truc très très simple où en fait, on pouvait ajouter tout ce que vous prenez en photo sur une app Bubble fait en quelques heures. Derrière, on fait ça avec Make, donc ce qu'on a fait, ce que Dominique vous a expliqué tout à l'heure. Et là, maintenant, Notion, tout simplement. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'être là. Ça fait plaisir d'avoir une conférence en physique et du contenu long. Parce que c'est vrai que des vidéos de 10 minutes, c'est cool, mais en tout cas, un truc de 3 heures, c'est quand même plus complet. On n'a plus le temps d'aller dans les détails. Et merci à tous les intervenants. Merci à Octave et à BPI et au Hub d'avoir organisé ça. Franchement, c'est hyper cool. Je pense qu'on peut grandement les applaudir très, 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 très fort. Et puis, peut-être, tu veux peut-être dire un dernier mot ? Un tout petit mot. Déjà, rappeler qu'on n'a pas, de part dans ces outils. On a financé pas mal d'entreprises, mais pas ceux-là, malheureusement. On aurait beaucoup aimé être dans les premiers investisseurs de Notion. Ensuite, merci à tous les intervenants. Vraiment, Dominique, Jérôme, Jonathan et Shubham en tant que best animateur. Et merci à toute l'équipe du Hub aussi, Anna, Virgile, la dame en rouge qui est juste là, la reine du flamenco, Matix qu'on a appelé comme ça au Web au nom du NoCodeX. Donc voilà, super cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Prendre un petit verre, faire boire Shubham pour qu'il nous dise ce qui va se passer dans Notion demain. Et puis on se retrouvera un de ces jours pour un événement grand public qu'on a l'occasion de faire de temps en temps avec le club. Voilà. Au revoir.